Le vin éclaboussa le visage de Grace au moment où elle racontait à Claire qu'elle sentait le bébé bouger. Grace Charlotte Morrison était assise dans la somptueuse banquette Bordeaux du Steakhouse Morrison's, son ventre de femme enceinte de 7 mois dessinant une courbe douce sous sa robe de grossesse bleu marine préférée. La lumière tamisée diffusait une lueur chaleureuse sur les tables en acajou, et le tintement délicat des verres en cristal emplissait l'air d'une ambiance sophistiquée. Elle avait choisi ce restaurant spécialement pour la fête de ce soir, non pas parce qu'il s'agissait du restaurant le plus chic de la ville, mais parce qu'il occupait une place particulière dans l'histoire de sa famille. Ma maman m'a toujours dit que c'était ici qu'elle et papa avaient eu leur premier rendez-vous, raconta Grace à sa meilleure amie, Claire Elizabeth Santos, assise en face d'elle, qui sirotait un verre du meilleur chardonnay du restaurant. Tu imagines, il y a 28 ans, ils étaient assis dans l'une de ces banquettes, probablement nerveux et excités à l'idée de leur avenir ensemble. Claire sourit chaleureusement, ses yeux sombres, brillants d'affection pour son amie. À 29 ans, Claire avait été le pilier de Grace à chaque étape importante de sa vie. L'obtention de son diplôme universitaire, son mariage avec Richard, et maintenant cette grossesse qui lui apportait tant de joie après 2 ans d'essai. C'est parfait que nous soyons ici ce soir, dit Claire en levant son verre. Tu es enceinte de 7 mois, le bébé est en bonne santé et tu es rayonnante. Cette petite fête est bien méritée. Grace posa ses 2 mains sur son ventre, sentant les légers mouvements sous ses paumes. Elle a été très active aujourd'hui. Je suis sûr qu'elle sait que nous sommes dans un endroit spécial. Elle s'interrompit, l'air pensif. J'aimerais tellement que papa puisse voir ça. 5 ans, c'est trop long pour une querelle familiale, surtout quand un petit enfant est en route. La rupture avec Walter James Morrison avait été l'une des expériences les plus douloureuses de la vie adulte de Grace. Leur dispute amère au sujet de son mariage avec Richard Clayton Hayes avait creusé un fossé qui semblait impossible à combler. Walter avait remis en question le caractère de Richard dès le début, mettant Grace en garde contre le fait d'épouser un homme dont la richesse semblait compter plus que son intégrité. La dispute s'était envenimée lorsque Walter avait refusé d'assister à leur mariage, traitant Richard de mari millionnaire qui pensait que l'argent pouvait tout acheter, y compris le bonheur de sa fille. Peut-être que le bébé sera le pont, suggéra Claire avec douceur. Les petits-enfants ont le don de guérir les vieilles blessures. Grace acquiesça, bien que l'incertitude assombrisse son visage. Elle ne savait pas que Walter Morrison était désormais propriétaire du restaurant où elles étaient assises, ayant racheté le Morrison Steakhouse 7 mois plus tôt, à la fois comme investissement commercial et comme hommage sentimental à son amour perdu, Dorothy. Le propriétaire initial était impatient de vendre à quelqu'un qui préserverait l'héritage et la réputation de l'établissement. Richard a promis qu'il rentrerait tôt ce soir, dit Grace en vérifiant ses messages sur son téléphone. Il travaille de longues heures sur ce nouveau projet immobilier. Je sais qu'être marié à un millionnaire implique des responsabilités, mais j'ai parfois l'impression de préparer l'arrivée de ce bébé toute seule. Claire tendit la main par-dessus la table et serra celle de Grace. Tu n'es pas seule. Tu as ta mère, et Richard reviendra vers toi une fois que le bébé sera là. Certains hommes ont juste besoin de temps pour s'habituer à l'idée d'être père. La serveuse s'approcha de leur table, une jeune femme aux yeux brillants et à l'attitude professionnelle. « Mesdames, êtes-vous prêtes à commander ou souhaitez-vous attendre encore quelques minutes? »« Nous attendons encore mon mari, » répondit Grace. « Il devrait arriver d'1 minute à l'autre. » Alors que la serveuse s'éloignait, Grace sentit un autre coup de pied puissant du bébé. Elle eut le souffle coupé et posa sa main à l'endroit où de petits pieds semblaient tester les limites de son utérus. « La voilà qui recommence, » dit Grace en riant. « Je crois qu'elle va être footballeuse. » Claire se pencha avec enthousiasme. « Je peux toucher? » Grace guida la main de Claire vers l'endroit où le bébé bougeait. Presque immédiatement, un autre coup de pied pressa la paume de Claire, faisant éclater de rire les 2 femmes. « C'est incroyable, » murmura Claire. « Elle est vraiment là. N'est-ce pas une petite personne à part entière qui attend de découvrir le monde? » « La chambre d'enfant est presque terminée, » dit Grace, la voix remplie de fierté maternelle. Richard a engagé le décorateur le plus cher de la ville. Tout est parfait, du lit sur mesure aux peintures murales réalisées à la main. Parfois, je m'assois là et j'imagine ce que ce sera quand elle arrivera enfin. L'atmosphère du restaurant les enveloppait comme une étreinte chaleureuse. Les lustres en cristal projetaient des ombres dansantes sur les murs couleur crème,
tandis que le murmure des conversations créait une ambiance intime pour leur célébration. Grace avait rêvé de ce moment où elle partagerait la joie de sa grossesse dans un endroit qui avait tant d'importance pour sa famille, même si son père n'était pas là pour y assister. « Je n'arrête pas de penser à des prénoms », continua Grace. « Richard veut quelque chose de traditionnel, peut-être Elizabeth ou Catherine. Mais je suis attiré par Charlotte. C'est un prénom fort et intemporel. Charlotte Morrison Hayes. » Claire testa le prénom. « J'adore, il sonne si bien. » Grace acquiesça, bien qu'elle remarque la légère hésitation de Claire lorsqu'elle prononça le nom de Richard. Sa meilleure amie n'avait jamais critiqué ouvertement son mari millionnaire. Mais Grace sentait que Claire était trop loyale pour exprimer directement ses inquiétudes. « Tu n'as pas besoin de faire semblant de l'aimer, » dit Grace doucement. « Je sais que tu penses que j'aurais pu trouver mieux. » Claire prit d'un air prudent. « Je pense que tu mérites quelqu'un qui te donne la priorité et qui place ton bonheur avant tout le reste. C'est tout ce qu'une meilleure amie souhaite pour quelqu'un qu'elle aime. » Avant que Grace n'ait le temps de répondre, son attention fut attirée par un mouvement à l'autre bout du restaurant. Une silhouette familière était en train de s'asseoir à une table dans un coin, partiellement caché par un pilier orné. Son cœur fit un bond lorsqu'elle reconnut le costume coûteux et la posture assurée. « C'est Richard ?» demanda-t-elle à Claire en plissant légèrement les yeux pour mieux voir. Claire suivit le regard de Grace et son expression devint immédiatement inquiète. « Grace, qu'y a-t-il? » Grace se pencha en avant pour essayer de mieux voir autour du pilier. C'est alors qu'elle l'aperçut. Une superbe femme blonde vêtue d'une robe rouge moulante qui riait de manière intime à quelque chose que Richard disait. La main de la femme reposait nonchalamment sur le bras de Richard, et son langage corporel trahissait une familiarité qui allait bien au-delà d'une simple conversation lors d'un dîner d'affaires. Grace eut le souffle coupé. Elle reconnut la femme de la fête de Noël du bureau de Richard, Amber Sterling, qui gérait l'une des boutiques du centre commercial de Richard. À l'époque, Richard l'avait présentée comme l'une de leurs locataires les plus prospères. Mais la façon dont Amber l'avait regardée ce soir-là avait mis Grace mal à l'aise. « Ce n'est peut-être que du travail », dit Claire rapidement, mais sa voix manquait de conviction. Grace regarda Richard se pencher vers Amber, sa main se posant sur sa cuisse sous la nappe blanche. Ce geste était possessif, intime et tout à fait inapproprié dans le cadre d'une relation professionnelle. Le bébé semblait sentir la détresse de Grace et bougeait sans cesse dans son ventre, tandis que son cœur battait de plus en plus vite. Les hormones de la grossesse, combinées au choc de cette découverte, créaient un véritable tourbillon d'émotions. « Oh mon Dieu !» murmura Grace, portant instinctivement la main sur son ventre. « Oh mon Dieu, Claire, il est avec elle. Il est vraiment avec elle. » Claire se précipita vers Grace et passa un bras protecteur autour des épaules de son amie. On ne sait pas ce que c'est, il y a peut-être une explication. Mais alors même que Claire prononçait ces mots, elle vit Richard lever la main d'Amber à ses lèvres et déposer un tendre baiser sur ses jointures, tout en la regardant dans les yeux, avec une expression que Grace ne lui avait pas vue depuis des mois. Le restaurant autour d'elle continuait sa danse élégante entre service et conversation, inconscient du drame familial qui se jouait dans la banquette numéro 7. Grace avait l'impression de voir son mariage se dissoudre au ralenti. Chaque geste intime entre son mari millionnaire et sa belle compagne était un nouveau clou dans le cercueil de ses rêves. « Qu'est-ce que je vais faire? » demanda Grace, la voix légèrement brisée. « Je suis enceinte de 7 mois, Claire. 7 mois. Comment a-t-il pu nous faire ça? » Le bébé donna un nouveau coup de pied, fort et insistant, comme pour répondre à la tourmente émotionnelle de sa mère. Grace baissa les yeux vers son ventre, réalisant que son enfant allait découvrir les drames familiaux avant même sa naissance. Les mains tremblantes, Grace attrapa son verre d'eau, les yeux rivés sur la scène intime qui se déroulait dans le restaurant. Le comportement de Richard envers Amber Sterling devenait de plus en plus évident. La façon dont il se penchait vers elle, ses doigts traçant des motifs sur son poignet, les sourires complices qu'ils échangeaient, excluant le reste du monde. « Je dois lui parler, » dit Grace d'une voix à peine audible. « Je ne peux pas rester ici à regarder ça. » Claire serra doucement mais fermement le bras de son amie. « Grace, tu es enceinte de 7 mois. Pense à ta tension artérielle, à ton niveau de stress. Pense au bébé. »« Je pense au bébé, » répondit Grace d'une voix plus ferme. « Je pense au genre de père qui abandonne sa femme enceinte pour aller dîner avec sa maîtresse.
Je pense au genre de mariage dans lequel je vais faire entrer cet enfant. L'éclairage tamisé du restaurant lui sembla soudainement cru et révélateur. Grace prit conscience des autres clients qui pourraient la reconnaître et être témoins de ce qui allait se passer. En tant qu'épouse du millionnaire Richard Hayes, sa vie avait toujours été quelque peu publique dans leurs cercles sociaux. L'idée d'être humiliée dans un endroit aussi visible lui nouait l'estomac. « Si tu y vas, je viens avec toi », déclara Claire en se glissant hors de la banquette. Grace eut du mal à se lever avec élégance, son ventre de femme enceinte l'empêchant de faire des mouvements rapides. La robe de grossesse bleu marine qui lui avait donné confiance en elle et l'avait rendue belle lui donnait désormais l'impression d'être un phare annonçant sa vulnérabilité. Elle lissa le tissu sur son ventre, prit une profonde inspiration et commença à traverser la salle du restaurant. Chaque pas lui semblait durer une éternité. La moquette épaisse étouffait ses pas, mais Grace avait l'impression que tous les regards du restaurant étaient braqués sur elle. Richard lui tournait le dos, complètement absorbé par sa conversation avec Amber, inconscient que sa femme enceinte s'approchait de leur table. Amber la vit la première. L'expression de la blonde passa de l'amusement sensuel à la stupeur, puis rapidement à quelque chose qui ressemblait presque à de la satisfaction. Elle murmura quelque chose à Richard, qui se retourna sur sa chaise et pâlit en voyant Grace debout derrière lui. « Bonsoir, Richard », dit Grace, la voix ferme malgré la tempête émotionnelle qui faisait rage en elle. « Quelle surprise de te trouver ici. » Le sang-froid de Richard se brisa un instant avant que son apparence d'homme d'affaires ne reprenne le dessus. « Grace, que fais-tu ici? Je croyais que tu dînais avec Claire. »« Je dîne avec Claire, » répondit Grace en désignant leur table, où Claire se tenait debout, l'air inquiet. « La question est, que fais-tu ici? Je croyais que tu travaillais tard au bureau. » Amber se cala dans sa chaise et observa Grace d'un air calculateur. De près, elle était encore plus belle que dans les souvenirs de Grace. Une peau de porcelaine, un maquillage parfait, ce glamour naturel qui vient avec la jeunesse et l'argent. Tout en elle respirait la disponibilité et la confiance en soi. « C'est un dîner d'affaires, » dit Richard, bien que son explication semblait répétée. Amber et moi discutions du renouvellement de son bail et de ses projets d'agrandissement de la boutique. Grace regarda ostensiblement la main de Richard, qui reposait toujours de manière possessive sur la cuisse d'Amber. Le contact physique fait-il partie de toutes vos négociations commerciales ou seulement de celles avec les locataires féminines attirantes? Richard retira sa main comme s'il s'était brûlé, mais le mal était déjà fait. Le léger sourire d'Amber suggérait qu'elle appréciait la confrontation, comme si la découverte de Grace était un jeu qu'elle attendait de jouer. « Tu exagères, » dit Richard d'un ton condescendant que Grace avait appris à détester. « Tu sais combien ce projet de développement est important? Amber est l'une de nos locataires les plus prospères. »« J'en suis sûr, » répondit Grace, en posant protectivement sa main sur son ventre. « Dis-moi, Richard, est-ce que notre fille à naître entre en ligne de compte dans tes décisions commerciales importantes? » La mention du bébé sembla frapper Richard comme un coup physique. Pendant un instant, son masque tomba complètement et Grace vit quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité ou du regret passer sur son visage, mais cela disparut aussi vite que cela était apparu. « Bien sûr qu'elle compte, » dit Richard. « Tout ce que je fais, c'est pour l'avenir de notre famille. » Amber choisit ce moment pour parler pour la première fois, sa voix douce comme du miel, mais avec une pointe d'acier. Richard m'a beaucoup parlé de sa situation familiale. Cela semble assez compliqué. Le mot « domestique » fut prononcé avec un mépris subtil, comme si la grossesse de Grace et leur mariage étaient des obstacles gênants plutôt que des engagements sacrés. Grace sentit ses joues s'empourprer, en partie par embarras et en partie par colère. « Compliqué », répéta Grace. « C'est ainsi qu'on appelle désormais le mariage et la grossesse? Une complication. » Les autres clients commençaient à remarquer la tension à la table du coin. Grace aperçut des visages curieux se tourner vers eux, des conversations chuchotées s'interrompre au milieu d'une phrase. L'atmosphère raffinée et discrète du restaurant chic était perturbée par ce qui devenait clairement une dispute domestique. Richard sembla se rendre compte qu'ils attiraient l'attention. « Grace, tu fais une scène. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour avoir cette conversation. »« Quand serait le moment approprié? » demanda Grace, haussant légèrement le ton malgré ses efforts pour rester calme. « Quand tu es au bureau avec elle, quand tu es en voyage d'affaires,
Quand exactement une femme enceinte devrait-elle discuter de l'infidélité de son mari? Infidélité. La voix de Richard se fit plus aiguë. C'est une accusation grave. Grace, tu es paranoïaque et hormonale. Le mot hormonal fut comme de l'essence sur le feu. Grace sentit monter en elle 7 mois de frustration accumulée. Les nuits tardives, les rendez-vous manqués, la distance grandissante entre eux se cristallisèrent en une colère brûlante. Hormonal, répéta-t-elle, sa voix résonnant dans le restaurant malgré ses efforts pour la garder basse. Je suis hormonal parce que je me demande pourquoi mon mari millionnaire dîne en tête-à-tête avec de belles femmes, alors que sa femme enceinte mange seule. Le sourire d'Amber s'élargit, comme si elle appréciait le spectacle. Elle posa délibérément sa main sur le bras de Richard, un geste de possession et de marquage territorial qui n'échappa pas à Grace. « Richard, dit Amber d'une voix douce, mais clairement audible. Tu devrais peut-être lui dire. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un défi. Grace sentit le bébé bouger sans cesse dans son ventre, réagissant à son niveau de stress élevé. Claire apparut à ses côtés, une présence protectrice qui donna de la force à Grace. « Dis-moi ce que Grace a demandé, » dit-elle, même si une partie d'elle-même ne voulait pas connaître la réponse. Richard regarda les 2 femmes, sa femme enceinte au ventre gonflé et aux yeux fatigués, et sa jeune et belle maîtresse à la silhouette parfaite et au sourire prédateur. À ce moment-là, Grace vit son mari faire un choix qui allait tout changer. « Grace, dit Richard d'une voix froide et distante qu'elle ne lui avait jamais entendue auparavant. Nous devons discuter de certaines choses, mais pas ici. Pas comme ça. » « Non, répondit Grace fermement. Ici maintenant, dis-moi ce qu'elle pense que je dois savoir. Amber se pencha en avant, les yeux brillants de triomphe. Il ne t'aime plus. Grace ne t'aime plus depuis des mois. Tu es trop occupé à jouer à la petite famille pour t'en rendre compte. Ces mots frappèrent Grace comme des coups physiques. Autour d'eux, le restaurant était devenu nettement plus calme. Les autres clients tendaient l'oreille pour entendre le drame qui se déroulait à la table 12. Grace se sentait exposée, humiliée et complètement seule malgré la présence réconfortante de Claire à ses côtés. Richard ne démentit pas les paroles d'Amber. Son silence en était la confirmation. Le silence s'étendit entre eux comme un fil tendu prêt à se rompre. Grace fixa son mari millionnaire, attendant qu'il contredise la déclaration cruelle d'Amber, qu'il défende leur mariage, qu'il montre une trace de l'homme dont elle était tombée amoureuse 4 ans auparavant. Au lieu de cela, Richard détourna le regard, la mâchoire serrée dans une expression obstinée qui, elle le savait, signifiait qu'il avait pris une décision. « Richard, dit Grace, la voix légèrement brisée, dis-lui qu'elle a tort. Parle-lui de notre bébé, de nos projets, de la chambre que nous avons décorée ensemble. » Amber éclata d'un rire cristallin. « Oh, ma chérie, il m'a parlé de la chambre. Tu as insisté pour engager un décorateur hors de prix, n'est-ce pas bon? Tu as passé des heures à te préoccuper de chaque détail pendant qu'il travaillait pour payer tout ça. Il appelait ça le petit projet de Grace. Chaque mot était soigneusement choisi pour infliger un maximum de dégâts. Grace sentit le bébé donner des coups frénétiques, comme s'il réagissait à la détresse de sa mère. Elle posa protectivement sa main sur son ventre et réalisa que son enfant vivait ce traumatisme avec elle. « Ce n'est pas vrai, » murmura Grace. Mais même en prononçant ces mots, elle se souvenait de l'absence croissante de Richard pendant la préparation de la chambre, de ses réponses distraites lorsqu'elle lui montrait des échantillons de peinture et des catalogues de meubles. « Ah non !» continua Amber, enhardie par la douleur évidente de Grace. « Quand est-ce qu'il t'a touché pour la dernière fois? Vraiment touché? Pas juste par politesse. Quand est-ce qu'il t'a regardé comme il me regarde? » Claire s'approcha de Grace, rayonnant d'énergie protectrice. « Ça suffit, dit-elle fermement. Quels que soient vos problèmes, ce n'est pas la bonne façon de les résoudre. » Amber tourna son sourire prédateur vers Claire. « Et toi, tu dois être la meilleure amie fidèle, toujours prête à défendre la pauvre Grace qui se fait des illusions. Dis-moi, tu n'es pas fatigué de la voir s'accrocher à un homme qui ne veut clairement plus d'elle? »« Arrêtez, dit enfin Richard. » Mais sa voix manquait de conviction. Il semblait plus préoccupé par la scène qu'ils étaient en train de faire que par la défense de sa femme enceinte contre les attaques de sa maîtresse. Grace regarda autour d'elle et réalisa que leur confrontation était devenue le divertissement de la soirée. Des téléphones étaient discrètement brandis, enregistrant sans doute des vidéos qui seraient en ligne dans les heures qui suivraient.
L'idée que son humiliation soit diffusée sur les réseaux sociaux la rendait malade. « Je dois m'asseoir », dit Grace, en se dirigeant vers une chaise voisine. La combinaison de la grossesse, du stress et de l'embarras public la rendait étourdie. « Non », dit Amber en se levant de sa chaise avec une grâce fluide. « Ce que tu dois faire, c'est accepter la réalité. Richard ne veut plus être marié avec toi. Il ne veut pas faire semblant d'être enthousiasmé par un bébé qu'il n'a jamais vraiment voulu. Il veut être avec quelqu'un qui le comprend, quelqu'un qui ne l'emprisonne pas avec une grossesse et des exigences domestiques. » La cruauté de ces mots était à couper le souffle. Grace eut l'impression d'avoir reçu une gifle. Autour d'elle, le restaurant était devenu complètement silencieux. Tous les clients tendaient l'oreille pour entendre le drame familial qui se déroulait devant eux. « Tu ne sais rien de notre mariage », dit Grace, retrouvant sa voix malgré l'agression émotionnelle. « Tu ne sais pas ce que nous avons construit ensemble, ce que nous représentons l'un pour l'autre. »« Je sais qu'il vient chez moi tous les mardis et jeudis, » répondit Amber d'un ton neutre. « Je sais qu'il garde des vêtements dans mon placard et qu'il a la clé de ma porte. Je sais qu'il me dit des choses qu'il ne te dit pas, comme à quel point il en a marre de faire semblant d'être heureux d'une grossesse qui était ton idée. Porte la sienne. » Grace sentit le monde basculer autour d'elle. Le mardi et le jeudi étaient les soirs où Richard prétendait travailler tard au bureau. Les nuits où elle passait seule à préparer un dîner qui restait dans l'assiette, à regarder des films toute seule pendant que son mari millionnaire se construisait apparemment une seconde vie avec sa belle maîtresse. « Richard, » dit Grace, en se tournant vers son mari avec un espoir désespéré. « Dis-lui qu'elle ment. Dis-lui que tu veux notre bébé, que tu aimes notre vie ensemble. » Richard regarda sa femme enceinte, la regarda vraiment pour la première fois depuis qu'elle s'était approchée de leur table. Grace vit quelque chose briller dans ses yeux, une trace de l'homme qui lui avait demandé sa main sur une plage de Maui, qui avait pleuré lorsqu'elle lui avait annoncé sa grossesse, qui avait passé tout un week-end à peindre les murs de la chambre du bébé. Mais Amber posa alors sa main sur son épaule et le moment passa. « Grace, » dit Richard doucement, « tu te ridiculises. Ce n'est pas le lieu pour ce genre de scène. » La trahison dans ses mots était totale. Après tout ce qui s'était passé, l'adultère, les mensonges, l'humiliation publique, il la critiquait parce qu'elle faisait une scène. Grace sentit quelque chose se briser en elle, le dernier espoir que leur mariage puisse être sauvé. « Je me ridiculise », répéta Grace, la voix tremblante de colère. « Je me ridiculise en confrontant mon mari infidèle et sa maîtresse, en défendant mon mariage et mon enfant à naître. Tu es hystérique, » dit Richard, et Grace comprit qu'il se souciait davantage de l'opinion des autres clients que de ses sentiments. « Les gens nous regardent. » C'est alors qu'Amber passa à l'action. « Tant mieux, » dit la blonde en attrapant son verre de vin. « Qu'ils regardent, qu'ils voient ce qui arrive quand les femmes ne savent pas abandonner avec élégance. » Avant que quiconque ait pu réagir, Amber jeta le contenu de son verre de vin plein directement au visage de Grace. Le liquide rouge la frappa avec une froideur choquante, trempant ses cheveux, coulant sur ses joues et tachant le devant de sa robe de grossesse bleu marine. La couleur cramoisie du vin ressemblait à du sang sur le tissu sombre. Le restaurant éclata en exclamations choquées. Grace resta figée, le vin coulant de son menton, ses cheveux soigneusement coiffés désormais en bataille. La robe de maternité coûteuse qui l'avait fait se sentir belle était ruinée, collant à son corps de femme enceinte par endroits tachés de vin. « Sauve la réalité, Grace, » dit Amber, sa voix tranchant le silence stupéfait. « Il ne t'aime plus. Arrête de t'accrocher à un homme qui est passé à autre chose. » Grace sentit le bébé bouger frénétiquement dans son ventre, réagissant à l'accélération du rythme cardiaque de sa mère sous l'effet des hormones du stress. L'enfant qu'elle portait vivait ce traumatisme avec elle. Et cette prise de conscience remplit Grace d'une rage protectrice qui transcendait sa propre humiliation. « Tu as jeté du vin sur une femme enceinte, » dit Grace, sa voix résonnant clairement dans le restaurant silencieux. « Devant tout le monde, tu as jeté du vin sur une femme enceinte. J'ai jeté du vin sur une femme qui ne sait pas quand elle est battue. » Amber répondit sans remords. « La grossesse ne te rend pas spéciale, Grace. Elle te rend juste gênante. » Plusieurs téléphones enregistraient désormais ouvertement l'incident. Grace réalisa que dans quelques heures, la vidéo de son humiliation circulerait sur Internet. La femme enceinte agressée publiquement par la maîtresse de son mari
alors que celui-ci ne faisait rien pour la défendre. Claire s'avança immédiatement avec des serviettes, essayant d'aider Grace à nettoyer le vin sur son visage et ses cheveux. « Tu es folle, dit-elle à Amber. Complètement folle. » Richard était assis sur sa chaise, l'air stupéfait par l'escalade, mais ne faisant aucun geste pour aider sa femme enceinte ou condamner les actions de sa maîtresse. Sa paralysie était presque pire que l'attaque d'Amber. C'est alors qu'une nouvelle voix a coupé le chaos. Que se passe-t-il exactement à cette table? La voix était calme, autoritaire, et avait le ton indéniable de quelqu'un habitué à être obéi. Grace a levé les yeux à travers sa vision embuée par le vin et a vu un homme grand, vêtu d'une tenue de chef impeccable, s'approcher de leur table. Ses tempes étaient argentées, son visage était buriné, mais distingué, et ses yeux brillaient d'une colère soigneusement contrôlée. Grace mit un moment à le reconnaître, sous le choc et les yeux piqués par le vin. Lorsqu'elle y parvint, son monde bascula à nouveau. « Papa », murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Walter James Morrison, propriétaire du Morrison Steakhouse, se tenait devant eux tel un ange vengeur dans son uniforme de chef. Il était sorti de la cuisine après avoir entendu le vacarme, s'attendant à régler une dispute typique de restaurant. Au lieu de cela, il trouva sa fille, qu'il n'avait pas vue depuis 5 ans, trempée de vin et humiliée, tandis que son mari millionnaire restait passif à côté d'elle. La reconnaissance fut mutuelle et instantanée. Le sang-froid professionnel de Walter se brisa lorsqu'il vit sa fille enceinte, tremblante et couverte de vin, entourée des débris de son mariage dans son restaurant. « Grace », dit-il d'une voix plus douce, remplie de la fureur protectrice d'un père. « Que t'ont-ils fait? » Walter James Morrison avait bâti son empire de restaurants sur le principe que la dignité importait plus que le profit. En 25 ans de gestion hôtelière, il avait vu toutes sortes de drames humains se dérouler autour des tables de restaurants, des accords commerciaux échouer, des relations se terminer, des familles se briser. Mais rien ne l'avait préparé à trouver sa propre fille, victime d'un mariage arrangé, trempée de vin et enceinte, au milieu de son établissement, tandis que son mari millionnaire restait immobile sur sa chaise. Le processus de reconnaissance fut surréaliste et douloureux. Grace, le vin coulant de ses cheveux et tachant sa robe de maternité, ressemblait exactement à sa mère lors de sa propre grossesse, 30 ans plus tôt. Walter sentit 25 ans d'instinct protecteur le submerger alors qu'il observait sa fille humiliée. Son petit enfant à naître était en danger à cause du stress et de 2 personnes qui ne méritaient clairement pas de respirer le même air que sa famille. « Grace », répéta-t-il, sa voix résonnant dans le restaurant désormais silencieux. « Dis-moi ce qui s'est passé ici. » Les yeux de Grace se remplirent de larmes qui n'avaient rien à voir avec le vin. Revoir son père après 5 ans de séparation, surtout dans ce moment de vulnérabilité totale, bouleversa son état émotionnel déjà fragile. « Papa, je ne savais pas que tu étais propriétaire de cet endroit, » murmura-t-elle en acceptant la serviette propre que Walter lui tendait. « Je suis venu ici parce que c'est ici que toi et maman avez eu votre premier rendez-vous. Je pensais que ça porterait chance pour le bébé. » L'expression de Walter s'adoucit un instant, tandis qu'il aidait sa fille à essuyer le vin sur son visage. « Je l'ai acheté il y a 6 mois, dit-il doucement. J'ai pensé à t'appeler pour te le dire. Mais j'étais trop têtu pour répondre, » finit Grace, le visage baigné de larmes. Ce moment de tendresse fut interrompu par Richard, qui semblait enfin saisir l'ampleur de la situation qui se déroulait autour de lui. « Vous êtes Walter Morrison. Le Walter Morrison qui possède la moitié des restaurants de la ville. » L'attention de Walter se porta sur son gendre avec l'intensité d'un rayon laser. « Je suis Walter Morrison, le propriétaire de ce restaurant où ma fille enceinte vient d'être agressée sous les yeux de son mari. » Ce n'était pas une agression, intervint Amber, apparemment inconsciente du changement de rapport de force à table. C'était du vin. Personne n'a été blessé. Walter regarda Amber avec l'attention qu'un scientifique accorderait à un spécimen intéressant mais désagréable. « Vous avez jeté du vin sur une femme enceinte dans mon restaurant et vous pensez que personne n'a été blessé? » « Elle en faisait trop, » dit Amber en levant le menton d'un air provocateur, faisant toute une scène pour quelque chose qui ne la regardait plus. L'audace de cette déclaration laissa Walter sans voix pendant un instant. Autour d'eux, le personnel du restaurant avait commencé à se rassembler à une distance respectueuse, reconnaissant l'attitude protectrice de leur employeur et prêt à obéir à ses ordres.
Ce ne sont pas ses affaires, répéta Walter lentement. Le mariage et la grossesse ne regardent pas ma femme. Richard retrouva enfin sa voix, même si elle était moins assurée que d'habitude. Monsieur Morrison, c'est une affaire privée entre ma femme et moi. Je suis sûr que nous pouvons régler cela sans impliquer la direction du restaurant. Walter reporta toute son attention sur Richard, et Grace vit son père passer en un clin d'œil du rôle de parent inquiet à celui de prédateur des affaires. C'était le Walter Morrison qui avait bâti un empire à partir de rien, qui imposait le respect aux conseillers municipaux comme aux dirigeants d'entreprise. Une affaire privée, répéta Walter d'une voix dangereusement calme. Dans mon restaurant, avec ma fille enceinte couverte de vin comme d'un badge d'infamie, pendant que vous restez assis là comme une statue, intervint Claire, qui avait soutenu Grace en silence tout au long de la confrontation, pour la première fois depuis l'arrivée de Walter. Monsieur Morrison, Grace a besoin de s'asseoir. Le stress n'est pas bon pour le bébé. Walter fit immédiatement signe à son personnel et en quelques secondes, une chaise apparut pour Grace. Elle s'y enfonça avec gratitude, une main sur son ventre, où le bébé bougeait encore sans cesse. « Tu en es à combien? » demanda Walter, d'une voix à nouveau douce, concentrée sur sa fille. « 7 mois, répondit Grace. C'est une fille, nous l'appellerons Charlotte. Monsieur. Les yeux de Walter s'illuminèrent à cette nouvelle, et pendant un instant, la ressemblance familiale entre le père et la fille fut indéniable. Charlotte Morrison Hayes, dit-il en essayant le prénom. Elle sera belle, toute comme sa mère. En fait, dit Humber, apparemment déterminé à se réinsérer dans la conversation, à condition que le mariage dure assez longtemps pour que le bébé puisse naître. La température dans la pièce sembla baisser de 10 degrés. Walter reporta son attention sur Amber avec une concentration renouvelée, et Grace vit dans l'expression de son père quelque chose qui lui rappela pourquoi il avait si bien réussi dans les affaires. Walter Morrison ne se contentait pas de réussir, il éliminait les obstacles. « Je suis désolé, dit Walter à Amber, d'une voix parfaitement polie et donc terrifiante. Je crois que nous n'avons pas été présentés. »« Vous êtes Amber Sterling, » répondit-elle, prenant apparemment sa politesse pour de la gentillesse. « Je gère l'une des boutiques du complexe immobilier de Richard. »« Ah, dit Walter en hochant la tête comme si cela expliquait tout. Vous travaillez pour mon gendre. Eh bien, techniquement, je loue un espace à son entreprise, corrigea Humber. Mais nous avons une relation de travail très étroite. Je n'en doute pas, répondit Walter. Assez étroite pour que vous vous sentiez à l'aise de jeter du vin sur sa femme enceinte dans un restaurant public. Pour la première fois depuis le début de la confrontation, Amber sembla réaliser que la situation ne tournait pas en sa faveur. Elle chercha du soutien auprès de Richard, mais celui-ci fixait Walter, comprenant de plus en plus à quel point il avait mal calculé son coup. Walter fouilla dans la poche de sa veste et en sortit une carte de visite, qu'il tendit à Richard. « Ma carte, dit-il simplement. Je pense que mes coordonnées vous intéresseront beaucoup. » Richard regarda la carte et pâlit visiblement. L'empire commercial de Walter Morrison s'étendait bien au-delà de la restauration. Il possédait des hôtels, des entreprises de restauration, des salles de réception et avait conclu des partenariats avec toutes les grandes entreprises hôtelières de la ville. Être le gendre de Walter Morrison était un avantage potentiel que Richard avait gâché par sa liaison et son acceptation passive des abus de sa maîtresse. « Monsieur Morrison, » dit Richard d'une voix qu'il employait pour tenter de sauver des affaires en perdition. « Je pense qu'il y a eu un malentendu. »« Le seul malentendu, » répondit Walter, « c'est qu'un homme marié à ma fille puisse rester immobile alors qu'elle est humiliée en public. Mais cela va être corrigé. » Walter se tourna vers le restaurant où tous les clients et les membres du personnel observaient le drame qui se déroulait avec une attention soutenue. Lorsqu'il prit la parole, sa voix avait l'autorité de quelqu'un habitué à être écouté et obéi. « Mesdames et messieurs, annonça Walter, je vous prie de m'excuser pour le dérangement. Cependant, je voudrais que vous soyez tous témoins d'un événement important. La femme assise ici, couverte de vin, est ma fille, Grace. Elle est enceinte de 7 mois de mon premier petit enfant. La femme qui lui a jeté du vin et l'homme qui l'a laissé faire ne sont plus les bienvenus dans mon établissement. » Un murmure parcourut le restaurant tandis que les clients assimilaient cette information. Plusieurs personnes continuaient à filmer avec leur téléphone, immortalisant non seulement l'incident initial, mais aussi la réaction de Walter. Ce dernier poursuivit. « Je tiens à ce que tout le monde sache que cet incident a été filmé sous plusieurs angles
par nos caméras de sécurité. Les images seront mises à la disposition de toute personne qui en aura besoin, qu'il s'agisse des médias, des autorités judiciaires ou des réseaux sociaux. Grace leva les yeux vers son père, le regard empreint d'amour, de gratitude et d'étonnement. En 5 minutes, Walter avait accompli ce qu'elle n'avait pas réussi à faire en 5 ans de mariage. Il avait obligé Richard à assumer les conséquences de ses actes. Amber semblait enfin comprendre qu'elle avait commis une erreur de jugement catastrophique. « Vous ne pouvez pas nous interdire l'accès à un restaurant public, » dit-elle. Mais sa voix avait perdu toute l'assurance qu'elle avait auparavant. Walter sourit, et Grace se souvint de cette expression de son enfance. C'était le sourire qu'il avait lorsqu'il lui expliquait pourquoi certaines règles existaient et ce qui arrivait à ceux qui les enfreignaient. « Mademoiselle Sterling, dit Walter, cet établissement est privé et je peux interdire l'accès à qui je veux. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas seulement interdite d'entrer au Morrison Steakhouse, vous serez interdite d'entrer dans tous les restaurants que je possède, dans tous les restaurants que mes amis possèdent et dans tous les établissements de cette ville qui accordent de l'importance à mes relations professionnelles. » Richard se leva brusquement, comprenant enfin toutes les implications de la situation. « Walter, nous pouvons sûrement discuter de cela raisonnablement. »« En homme d'affaires, Walter répéta. « Richard, vous venez de perdre le droit de vous qualifier d'homme d'affaires. Un homme d'affaires comprend les conséquences. Un homme d'affaires protège ses investissements. Un homme d'affaires ne reste pas silencieux pendant que sa femme enceinte est agressée dans le restaurant le plus chic de la ville. » Grace sentit le bébé se calmer à mesure que son propre niveau de stress diminuait. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un se battait pour elle, la protégeait, la traitait comme si elle comptait. Le soulagement était presque irrésistible. « Papa, dit-elle doucement. « Merci. » Walter s'agenouilla à côté de sa chaise, sa tenue de chef immaculée malgré le chaos de la soirée. « Grace, j'aurais dû t'appeler il y a des mois. J'aurais dû ravaler ma fierté et être là pour toi pendant ta grossesse. Je suis désolé. J'aurais dû t'appeler aussi, » répondit Grace, les larmes coulant maintenant librement. « J'étais tellement blessé et trop fier pour admettre que tu avais peut-être raison. » Elle jeta un coup d'œil à Richard, qui se tenait figé près de sa chaise. « Nous parlerons de tout cela plus tard, » dit Walter doucement. « Pour l'instant, va te nettoyer et assure-toi que ma petite fille et toi allez bien. » Alors que Walter aidait Grace à se relever, prêt à l'accompagner dans une salle à manger privée où elle pourrait se remettre du traumatisme de la soirée, il s'est retourné vers Richard et Amber avec une expression qui aurait pu geler le feu. « Vous avez 10 minutes pour terminer votre dîner d'affaires et quitter mon restaurant, » a-t-il dit. « Après cela, la sécurité vous raccompagnera. Et Richard, je vous suggère de réfléchir très sérieusement à la suite que vous souhaitez donner à cette affaire, car votre réputation professionnelle dans cette ville dépend désormais entièrement de la manière dont vous traiterez ma fille enceinte. » La menace était proférée avec une autorité tranquille, mais tout le monde dans le restaurant en comprit les implications. Walter Morrison n'était pas seulement propriétaire de restaurant. Il avait de l'influence, des relations et le pouvoir de faire ou de défaire des carrières dans les cercles sociaux et professionnels. Walter Morrison n'avait pas bâti son empire hôtelier en proférant des menaces en l'air. Alors qu'il aidait sa fille Weinstein à se diriger vers la salle à manger privée du restaurant, son esprit calculait déjà le moyen le plus efficace de la protéger et de s'assurer que les personnes qui l'avaient humiliée subissent les conséquences appropriées. 25 ans dans les affaires lui avaient appris qu'une action rapide et décisive était toujours plus efficace qu'une vengeance tardive. Marcus a-t-il appelé son chef de la sécurité, un ancien détective de police qui travaillait pour Walter depuis 8 ans. « J'ai besoin que les images des caméras 3, 7 et 12 soient copiées et enregistrées sur plusieurs disques durs. Tout ce qui s'est passé à partir de 8h30. Je m'en occupe, monsieur, » répondit Marcus, qui avait anticipé les besoins de son employeur. L'incident a été filmé sous 3 angles. La qualité audio est parfaite. Dois-je contacter notre équipe juridique? Pas encore, répondit Walter en aidant Grace à s'installer dans un fauteuil moelleux de la salle à manger privée du restaurant. Mais mettez-les en attente. Grace leva les yeux vers son père avec émerveillement et gratitude. Papa, tu n'as pas besoin de faire tout ça. J'ai juste besoin de réfléchir à la suite. Ce que tu dois faire, c'est te reposer et prendre soin de ma petite fille, répondit Walter fermement. Ce que je dois faire, c'est rappeler à certaines personnes que leurs actes ont des conséquences.
Claire les avait suivis dans la salle privée, portant le sac à main de Grace dans le châle en lambeaux qui avait été drapé sur ses épaules. « Monsieur Morrison, dois-je appeler le médecin de Grace? Le niveau de stress a été extrême ce soir. » « Bonne idée, » approuva Walter. « Grace, comment te sens-tu? As-tu des crampes, des vertiges, des douleurs inhabituelles? » Grace réfléchit attentivement à la question, posant ses deux mains sur son ventre pour évaluer l'état du bébé. Elle s'est considérablement calmée depuis que nous sommes arrivés ici. Je pense qu'elle réagissait à mes hormones de stress, mais elle semble aller bien maintenant. Nous allons quand même demander au médecin de vous examiner, décida Walter. Mieux vaut prévenir que guérir. À travers les fenêtres de la salle à manger privée, ils pouvaient voir Richard et Amber toujours assis à leur table dans la salle principale. Richard semblait avoir une conversation intense au téléphone, tandis qu'Amber était assise raide sur sa chaise. Comprenant enfin que la soirée ne s'était pas déroulée comme prévu, Walter s'excusa un instant et sortit dans le couloir pour passer une série d'appels téléphoniques. Grace pouvait entendre des bribes de ces conversations, des échanges brefs et professionnels qui suggéraient qu'il activait un réseau de relations professionnelles. « Oui, c'est Walter Morrison. Je dois vous informer d'un incident qui s'est produit dans mon restaurant ce soir. » « Banni définitivement. Oui, je vous enverrai les images de vidéosurveillance. Faites passer le mot dans votre réseau. » Lorsque Walter revint dans la salle à manger privée, son expression était sombrement satisfaite. Richard et son ami allaient en voir leurs options sociales considérablement réduites à l'avenir. « Qu'avez-vous fait? » demanda Grace, même si une partie d'elle-même avait peur de connaître la réponse. « J'ai passé quelques coups de fil, » répondit simplement Walter. Le Steakhouse Morrison est l'endroit où Richard emmène tous ses clients importants. Exactement. L'endroit où il courtise les investisseurs et conclut des affaires. Grace acquiesça, se souvenant des innombrables histoires de dîners importants qui avaient permis à Richard d'obtenir des financements pour ses projets de développement. Eh bien, poursuivit Walter, il est désormais banni à vie du restaurant où il faisait des affaires depuis des années, mais ce n'est que le début. J'ai également appelé mes amis qui possèdent le Continental Club, le Riverside Manor, le restaurant de l'Ambassador Hotel et une quinzaine d'autres établissements où Richard est connu pour recevoir ses clients. Claire écarquilla les yeux en comprenant les implications. « Tu l'as banni de tous les restaurants haut de gamme de la ville, pas seulement banni, » précisa Walter. « Mis sur liste noire. Il y a une différence. Quand tu es banni, cela ne concerne qu'un seul établissement. Quand tu es mis sur liste noire, cela signifie que tous les restaurateurs de la ville savent pourquoi tu n'es pas le bienvenu et qu'ils choisissent de ne pas te servir en raison de ta personnalité plutôt que d'un incident spécifique survenu dans leur établissement. » Grace ressentit un mélange complexe d'émotions, satisfaite que Richard subisse les conséquences de ses actes, mais également inquiète des répercussions considérables des actions de son père. « Papa, n'est-ce pas un peu excessif? » demanda-t-elle prudemment. Walter s'assit en face de sa fille, l'air sérieux mais doux. « Grace, laisse-moi te raconter ce qui s'est passé ce soir de mon point de vue. J'ai découvert que ma fille enceinte, que je n'avais pas vue depuis 5 ans à cause de ma fierté obstinée, avait été humiliée en public par la maîtresse de son mari, tandis que celui-ci restait assis sans rien faire. Dans mon restaurant, devant des dizaines de témoins, il s'est arrêté, laissant le poids de la situation s'installer entre eux. Maintenant, je peux réagir de deux manières. Walter a poursuivi. Je peux considérer cela comme une affaire familiale privée et espérer que Richard se montre plus conscient, ou je peux considérer cela comme une attaque publique contre ma famille qui nécessite une réponse publique. Selon toi, quelle est la meilleure solution pour assurer ta protection et celle de ma petite fille à l'avenir? Avant que Grace n'ait le temps de répondre, Marcus est apparu dans l'embrasure de la porte, une tablette à la main. « Monsieur Morrison, vous devez voir ça. La vidéo de l'incident a déjà été mise en ligne. » Walter prit la tablette et regarda la vidéo qui circulait désormais sur les réseaux sociaux. La qualité était étonnamment bonne. Plusieurs angles avaient filmé toute la scène depuis l'approche initiale de Grace vers la table de Richard jusqu'à l'agression d'Amber qui avait jeté le vin. Le son était suffisamment clair pour entendre les paroles cruelles d'Amber et l'incapacité de Richard à défendre sa femme enceinte. « Combien de vues? » demanda Walter. « Elle est en ligne depuis 20 minutes et a déjà été vue plus de 50 000 fois, » répondit Marcus. Plusieurs personnes présentes dans le restaurant avaient posté leurs enregistrements simultanément. Le hashtag #incident du vin prégnant
commençait à faire le buzz localement. Grace sentit son estomac se nouer. « Oh mon Dieu, ça va être partout, n'est-ce pas? »« Oui, » répondit Walter d'un ton neutre. « C'est pourquoi ma réponse doit être immédiate et exhaustive. Une humiliation publique nécessite une justice publique. Grace, si je n'agis pas de manière décisive, les gens penseront qu'il est acceptable de traiter ma famille de cette façon. » Le téléphone de Walter sonna et il répondit avec son franc-parler habituel. « Morrison? Oui, j'ai vu la vidéo. Non, c'est ma fille. Elle est enceinte de 7 mois. Bien sûr que je vais prendre des mesures. » Grace écouta la conversation de son père et comprit que l'incident avait déjà atteint les plus hautes sphères du monde des affaires de la ville. La réputation de Walter faisait qu'une attaque contre sa famille était considérée comme une attaque contre lui personnellement. « C'était David Chen, » expliqua Walter après avoir raccroché. « Il est propriétaire du centre événementiel haut de gamme où Richard prévoyait d'organiser son dîner avec des investisseurs la semaine prochaine. L'événement a été annulé. »« Annulé ?» répéta Grace, incrédule. Walter confirma. « David ne veut pas être associé à quelqu'un qui laisse une femme enceinte se faire agresser sans réagir. C'est mauvais pour les affaires, mauvais pour la réputation. » Claire secoua la tête, stupéfaite. « Monsieur Morrison, vous avez détruit la carrière de Richard en moins d'1 heure. »« J'ai permis à Richard de détruire sa propre carrière, » corrigea Walter. « Je me suis simplement assuré que les conséquences soient immédiates plutôt que différées. On ne peut pas faire confiance à un homme qui ne protège pas sa femme enceinte pour protéger ses intérêts commerciaux. » Le téléphone de Grace vibra, signalant un SMS de Richard. « Il faut qu'on parle. Ça va trop loin. » Elle montra le message à son père qui le lut avec un dégoût évident. « Maintenant, il veut parler, » observa Walter, après que sa femme eût été humiliée et que sa réputation professionnelle eût commencé à s'effondrer. « Maintenant, il pense que le dialogue pourrait être utile. »« Dois-je répondre? » demanda Grace. « C'est à vous de décider, » répondit Walter. « Mais je vous suggère de vous demander si Richard vous tend la main parce qu'il est sincèrement désolé ou parce qu'il vient de réaliser combien cet incident va lui coûter. » Avant que Grace n'ait pu décider comment répondre, son téléphone sonna. L'identifiant de l'appelant indiquait le numéro du bureau de Richard, ce qui signifiait qu'il appelait probablement depuis le bar du restaurant. « Réponds, » suggéra Walter. « Mets le haut-parleur. Je veux entendre ce que mon gendre a à dire pour sa défense. » Grace accepta l'appel et activa la fonction haut-parleur. La voix de Richard emplit la salle à manger privée, tendue par le stress et une panique à peine contenue. « Grace, nous devons régler cette situation immédiatement. La vidéo est partout et mes partenaires commerciaux m'appellent déjà pour me faire part de leurs inquiétudes. Cela pourrait détruire tout ce pourquoi nous avons travaillé. » Grace remarqua que la principale préoccupation de Richard était le préjudice commercial plutôt que son bien-être ou leur mariage. Même en situation de crise, ses priorités révélaient sa véritable nature. « Bonjour, Richard, » dit Grace calmement. « Je suis avec papa et Claire. Tu es sur haut-parleur. » Il y eut un silence tandis que Richard assimilait cette information. « Walter, » dit Richard, adoptant le ton qu'il utilisait pour les négociations commerciales difficiles. « Je comprends que tu sois bouleversé par l'incident de ce soir, mais nous pouvons sûrement trouver un arrangement. Les hommes d'affaires doivent être capables de régler ce genre de choses de manière raisonnable. » L'expression de Walter s'assombrit lorsqu'il fut traité comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale. « Richard, » répondit Walter d'une voix glaciale. « Ma fille enceinte est assise ici avec des taches de vin sur sa robe et les larmes aux yeux. Vos préoccupations professionnelles ne sont pas ma priorité. » « Écoutez, » continua Richard, la désespérance se glissant dans sa voix. « Je n'ai peut-être pas géré la situation de manière parfaite, mais Grace m'a pris au dépourvu. J'essayais d'éviter de faire une scène. »« Vous avez évité de faire une scène en laissant votre maîtresse agresser votre femme enceinte, » rétorqua Walter. « C'était votre stratégie pour résoudre le conflit. »« Ce n'était pas une agression, » protesta Richard. « Ce n'était que du vin. Personne n'a été gravement blessé. » Le fait que Richard minimise l'humiliation subie par Grace fut apparemment la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour Walter. Grace vit l'expression de son père passer de la colère protectrice à une fureur froide et calculée. « Richard, » dit Walter, « laisse-moi t'expliquer quelque chose. Dans les prochaines 24 heures, tu découvriras exactement combien de portes s'ouvrent dans cette ville grâce à qui je suis et combien se ferment lorsque je retire ma bienveillance. Tu avais une seule chose à faire ce soir. Protéger ta femme enceinte. Tu as échoué. Maintenant, assume les conséquences. »
Walter raccrocha sans attendre la réponse de Richard, puis se tourna vers sa fille avec une douce inquiétude. « Grace, comment te sens-tu? Veux-tu rentrer à la maison ou préfères-tu rester ici cette nuit? Je peux te réserver une suite au Morrison Hotel. » Pour la première fois depuis que le vin lui avait éclaboussé le visage, Grace sourit sincèrement. « Je peux rester ici cette nuit? » demanda-t-elle. « Je ne veux pas rentrer à la maison et affronter Richard maintenant. Je veux juste être en sécurité. Tu seras toujours en sécurité avec moi, promet Walter. Toi et Charlotte. » Moins de 2 heures après l'incident du vin renversé, le réseau d'influence de Walter Morrison s'était activé avec la précision d'une opération militaire. Grace était assise dans la suite luxueuse au-dessus du Steakhouse Morrison, après avoir pris une douche et enfilé des vêtements confortables que Claire avait récupérés chez elle, regardant son père orchestrer une réponse à la fois méthodique et dévastatrice. « Le bureau du maire a appelé », annonça Walter en raccrochant. « Ils veulent s'assurer que le Morrison Steakhouse continuera d'accueillir leur petit déjeuner mensuel des chefs d'entreprise. Apparemment, ils ont entendu parler de l'incident de ce soir et tiennent à exprimer leur soutien à ma famille. » Grace leva les yeux de la tablette sur laquelle elle regardait la vidéo de son humiliation diffusée sur les réseaux sociaux. L'incident avait été repris par les médias locaux et plusieurs sites web nationaux commençaient à présenter cette histoire comme un exemple des privilèges dont bénéficient les maris millionnaires et de la violence domestique. « Papa, ça prend des proportions plus importantes que je ne le pensais, » dit-elle en lui montrant les derniers articles. « Regarde ce titre. Un promoteur immobilier millionnaire reste silencieux alors que sa maîtresse agresse sa femme enceinte. » Walter examina les articles avec un intérêt professionnel. « Bien, la responsabilité publique est exactement ce qu'exige la situation. Richard a bâti sa réputation sur son succès en tant qu'homme d'affaires et père de famille. Si cette réputation est fausse, elle mérite d'être corrigée. » Claire, qui avait surveillé l'état physique de Grace tout au long de la soirée, leva les yeux après avoir pris l'attention de son ami. « Les chiffres sont bons, dit-elle. Le bébé semble calme et le niveau de stress de Grace diminue. Quoi que vous fassiez, Monsieur Morrison, ça marche. Je veille à ce que ma fille et ma petite-fille soient protégées, répondit simplement Walter. Mais la nuit n'est pas encore finie. Comme s'il avait été appelé par ces mots, Marcus apparut dans l'embrasure de la porte avec des nouvelles. « Monsieur, il y a un problème en bas. Vernon Sterling vient d'arriver et demande à parler à sa fille. Il semble agité. Les yeux de Grace s'écarquillèrent. Le père d'Amber était là. Apparemment, il a fait le trajet depuis Millerville après qu'Amber l'ait appelé en pleurs. Marcus expliqua, il pose des questions sur la vidéo qui circule en ligne et il ne semble pas satisfait de ce qu'il a appris. Walter réfléchit à cette nouvelle avec intérêt. Quel genre d'homme est Vernon Sterling? Un mécanicien de petite ville, répondit Marcus en consultant son téléphone, où il avait apparemment fait des recherches sur la famille Sterling. Il possède un garage à Millerville. C'est un veuf qui a élevé Amber seul après la mort de sa femme lorsqu'elle avait 12 ans. Il est diacre à l'église locale, pompier volontaire, son milieu est très différent de celui de sa fille. Faites-le venir, décida Walter. J'aimerais rencontrer l'homme qui a élevé la femme qui a agressé ma fille enceinte. Pendant qu'ils attendaient l'arrivée de Vernon Sterling, le téléphone de Grace continuait de vibrer, signalant des messages et des appels manqués. Richard avait tenté de la joindre 17 fois au cours de l'heure précédente, laissant des messages vocaux de plus en plus désespérés, allant de demandes furieuses à des négociations professionnelles, jusqu'à ce qui semblait être une véritable panique. « Grace, dit Walter doucement, tu n'as pas besoin d'écouter ces messages ce soir. Ce que Richard a à dire peut attendre que tu sois prête à l'entendre. Je pense que je devrais en écouter au moins un, répondit Grace. J'ai besoin de comprendre ce qu'il pense. Comment il gère tout ça? » Elle sélectionna le message vocal le plus récent et le mit sur haut-parleur. La voix de Richard emplit la pièce, tendue par le stress et un désespoir à peine contenu. « Grace, tu dois me rappeler. Mes investisseurs se retirent du projet Harbor Point. Le Premier Event Center a annulé notre dîner avec les investisseurs. Morrisons devait accueillir la réunion du comité d'urbanisme le mois prochain et maintenant, ils ne prennent même plus mes appels. Ton père est en train de détruire mon entreprise à cause d'un désaccord personnel. » Grace échangea un regard avec son père et Claire. Richard ne comprenait toujours pas qu'il ne s'agissait pas d'un désaccord professionnel. Il s'agissait de caractère et de conséquences. Le message continuait. « Écoute, j'ai peut-être commis des erreurs ce soir, mais cette réaction nucléaire est complètement disproportionnée.
Amber a jeté du vin, c'était inapproprié, mais ce n'est pas la fin du monde. Nous pouvons surmonter cela si tout le monde se calme et réfléchit rationnellement. Des erreurs, répéta Claire avec dégoût. Il appelle son aventure et permet à sa maîtresse de t'agresser. Des erreurs. Quelques erreurs, répéta Grace. Comme si oublier d'acheter du lait équivalait à détruire notre mariage. Un coup à la porte interrompit leur discussion. Marcus entra avec un homme qui n'avait clairement pas sa place dans cette suite luxueuse, mais qui se comportait avec la dignité de quelqu'un qui n'avait pas honte de ses origines modestes. Vernon Sterling avait environ 60 ans. Il portait un jean propre mais usé et une chemise boutonnée qui avait vu de nombreux lavages. Ses mains portaient les callosités et les taches d'un travail mécanique honnête, et son expression reflétait la douleur perplexe d'un parent découvrant que son enfant avait agi de manière honteuse. « Monsieur Morrison, » dit Vernon en tendant la main avec une courtoisie sans détour. « Je suis Vernon Sterling. Je crois comprendre que ma fille a causé des problèmes ici ce soir. » Walter serra la main de Vernon, reconnaissant immédiatement un homme qui fonctionnait selon les principes traditionnels de responsabilité et de respect. « Monsieur Sterling, » répondit Walter, « votre fille a jeté du vin sur ma fille enceinte pendant que son mari restait assis à regarder. J'appellerais cela plus que des problèmes. » Le visage de Vernon rougit d'embarras et de colère. « J'ai vu la vidéo. Plusieurs personnes me l'ont envoyée. Je n'ai jamais eu aussi honte de ma vie. » Il se tourna vers Grace, le visage empreint d'un remords sincère. « Madame, je tiens à vous présenter mes excuses pour le comportement de ma fille. Ce qu'elle a fait est inexcusable, et je ne l'ai pas élevée ainsi. » Grace fut surprise par la sincérité de ses excuses, surtout après les messages téléphoniques égoïstes de Richard. « Merci, Monsieur Sterling. J'apprécie votre geste. Où est Amber maintenant? » demanda Walter. « En bas, dans mon camion, en train de pleurer et de se plaindre que tout le monde est injuste avec elle, » répondit Vernon, avec un dégoût évident. « Elle semble penser que parce que votre gendre est riche, elle a le droit de traiter sa femme enceinte comme bon lui semble. » L'évaluation de Vernon sur le comportement de sa fille était sévère mais juste. Grace comprit que la cruauté d'Amber n'était pas seulement de la rancune personnelle. C'était un sentiment de droit né de la conviction que la richesse et la beauté lui donnaient le droit de faire du mal aux autres. « Monsieur Sterling, » dit Walter, « je suppose que vous n'étiez pas au courant de la relation de votre fille avec mon gendre. Je savais qu'elle sortait avec quelqu'un dont elle ne pouvait pas parler, » admet Vernon. « Quelqu'un de compliqué, » disait-elle. « Je pensais que c'était un garçon riche dont la famille n'approuverait pas la fille d'un mécanicien. Je n'aurais jamais imaginé que c'était un homme marié avec une femme enceinte. » La douleur dans la voix de Vernon était évidente. Comme Walter, il était un père confronté aux conséquences des choix de son enfant. Mais contrairement à Richard, Vernon assumait ses responsabilités et exprimait un remords sincère. « Que comptez-vous faire? » demanda Claire avec douceur. L'expression de Vernon se durcit, empreinte d'une détermination paternelle. « Je la ramène à la maison ce soir. Elle va quitter son travail dans la boutique, revenir à Millerville et se rappeler qui elle est vraiment. » La vie dans cette grande ville lui a fait oublier ses valeurs. « C'est une adulte, » fit remarquer Grace. « Elle peut refuser de vous suivre. »« Elle le peut, » admit Vernon. « Mais je paye son appartement, sa voiture et la plupart de ses dépenses. Elle veut se comporter comme si elle était indépendante. Elle apprendra ce que coûte réellement l'indépendance. » Walter approuva d'un signe de tête. « Les conséquences financières incluent donc de clarifier les priorités. »« Je veux également payer le nettoyage de cette robe, » poursuivit Vernon en s'adressant directement à Grace. « Et tous les frais médicaux si le stress a causé des problèmes pour ta grossesse. Ce n'est pas suffisant pour compenser ce qu'elle a fait, mais c'est déjà quelque chose. » Grace fut touchée par l'offre de Vernon, d'autant plus qu'elle n'était motivée ni par des pressions juridiques, ni par des raisons commerciales. « C'est très gentil, Monsieur Sterling, mais ce n'est pas nécessaire. »« C'est nécessaire, » insista Vernon. « Ma femme est morte quand Amber avait 12 ans, et j'ai peur de l'avoir gâtée par la suite, en essayant de compenser l'absence de sa mère. J'ai créé une fille qui pense que le monde lui doit tout ce qu'elle veut. Et ce soir, elle s'en est prise à une femme innocente. » La conversation fut interrompue par l'arrivée d'un autre visiteur inattendu. Marcus réapparut dans l'embrasure de la porte, cette fois avec une expression de surprise plutôt que de vigilance professionnelle habituelle. « Monsieur Morrison, annonça-t-il, Madame Morin Hayes est ici pour vous voir.
Elle dit qu'elle est la belle-mère de Grace et qu'elle doit parler à la famille de toute urgence. Les yeux de Grace s'écarquillèrent de stupeur. La mère de Richard était là. Comment a-t-elle pu savoir ce qui s'est passé? Madame Hayes semble très bien informée des événements de la soirée, répondit Marcus avec diplomatie. Maureen Rose Hayes était une femme redoutable qui n'avait jamais particulièrement apprécié Grace, la considérant comme une épouse indigne de son fils brillant. Son arrivée au Steakhouse Morrison à 23 heures un mardi soir suggérait que l'incident avait atteint les plus hauts échelons de la hiérarchie familiale des Hayes. Montre-lui, décida Walter. Apparemment, toutes les familles concernées seront présentes ce soir. Pendant qu'ils attendaient l'arrivée de Moran, Vernon Sterling s'excusa et se prépara à partir avec sa fille. « Monsieur Morrison, Madame Hayes, dit-il à nouveau d'un ton formel, je vous présente mes excuses pour le comportement de ma fille. La famille Sterling ne vous causera plus aucun problème. » Il se tourna une dernière fois vers Grace. « Madame, j'espère que votre bébé naîtra en bonne santé et heureux. Vous méritez mieux que ce qui vous est arrivé ce soir. » Après le départ de Vernon, Grace réfléchit à l'étrange dynamique de la soirée. Le père d'Amber avait montré plus de sollicitude pour son bien-être que son propre mari. L'incapacité de Richard à la protéger devenait de plus en plus évidente lorsqu'elle comparait son comportement à celui d'autres hommes, comme son père. Vernon Sterling avait réagi à la situation. « Grace, dit Walter doucement, es-tu prête à affronter Maureen Hayes? Elle n'a jamais été ta plus grande supportrice. »« Je sais, » répondit Grace en redressant les épaules avec détermination. « Mais peut-être que ce soir l'aidera à comprendre quel genre d'homme est vraiment son fils. » Lorsque Maureen Hayes entra dans la suite luxueuse, elle se tenait avec l'assurance impérieuse de la vieille fortune et de la position sociale. À 62 ans, elle restait élégante et intimidante, vêtue de vêtements coûteux malgré l'heure tardive. Mais Grace remarqua quelque chose de différent dans l'expression de sa belle-mère. Une inquiétude qui semblait sincère plutôt que simplement protectrice de la réputation de la famille. « Grace, dit Maureen sans préambule, j'ai vu la vidéo. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que le bébé va bien? » L'inquiétude maternelle inattendue dans la voix de Maureen surprit tout le monde dans la pièce. Grace s'était préparée à des critiques ou à des reproches, mais pas à une inquiétude sincère pour son bien-être. « Nous allons bien tous les deux, » répondit Grace avec prudence. C'était juste très stressant et humiliant. L'attention de Maureen se porta sur Walter avec un respect nouveau. « Monsieur Morrison, je pense que nous avons beaucoup à discuter au sujet du comportement de mon fils ce soir. » Maureen Rose Hayes avait passé 38 ans à façonner son fils Richard pour en faire ce qu'elle considérait comme la combinaison parfaite entre réussite professionnelle et respectabilité sociale. Elle avait supervisé son éducation, guidé ses choix de carrière et approuvé son mariage avec Grace, qu'elle considérait comme une union convenable qui lui donnerait des petits-enfants acceptables tout en préservant la réputation de la famille Hayes dans leurs cercles sociaux élitistes. Mais la vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux montrait son fils échouant lamentablement à remplir l'obligation la plus fondamentale d'un homme, à savoir protéger sa femme enceinte d'une agression publique. Pour Maureen, ce n'était pas seulement une déception personnelle. C'était une menace fondamentale pour tout ce que représentait la famille Hayes. « Monsieur Morrison, » commença Maureen en s'installant avec une grâce acquise par l'habitude dans l'un des fauteuils élégants de la suite. « Je tiens à ce que vous sachiez que le comportement de Richard ce soir ne reflète pas les valeurs que je lui ai inculquées, ni les normes que la famille Hayes respecte. » Walter observa son interlocutrice avec intérêt. Maureen Hayes était exactement le genre de matriarche redoutable qu'il s'attendait à voir. Richard, riche, influent, habitué à contrôler les résultats par la pression sociale et l'autorité familiale. « Madame Hayes, » répondit Walter formellement, « votre fils est resté immobile pendant que sa femme enceinte était humiliée en public. Ses actions en disent plus long sur son caractère que n'importe quelle valeur familiale. »« Je suis tout à fait d'accord, » dit Maureen, surprenant tout le monde dans la pièce. « C'est pourquoi je suis ici pour discuter de la manière dont nous allons corriger cette situation. » Grace regarda sa belle-mère avec confusion et suspicion. En 4 ans de mariage, Maureen n'avait jamais montré de préoccupation particulière pour le bien-être de Grace, la considérant comme une épouse convenable, mais pas idéale pour son fils chéri. « Que proposez-vous exactement? » demanda Grace avec prudence. L'expression de Maureen se durcit avec une détermination maternelle. « Je propose de sauver mon fils de sa propre stupidité
avant qu'il ne détruise non seulement son mariage, mais aussi son entreprise, sa réputation et tout espoir d'avoir une relation avec son enfant. Elle se tourna vers Grace pour s'adresser directement à elle, d'un ton franc et direct. « Grace, je vais être honnête avec vous. Je n'ai jamais pensé que vous étiez la femme idéale pour Richard. Je pensais qu'il aurait pu trouver mieux, épouser quelqu'un avec plus de relations sociales ou une famille plus riche. » Cette honnêteté brutale était typique de Morin. Mais Grace appréciait sa franchise après une nuit de mensonges et de manipulations. Cependant, Morin poursuivit. « Tu as été une épouse fidèle. Tu portes mon premier petit enfant et tu t'es comporté avec dignité tout au long de ce mariage. Le comportement de Richard ce soir montre que c'est lui qui ne te mérite pas l'inverse. » Claire faillit s'étouffer avec son café devant ce revirement inattendu. Même Walter semblait surpris par l'évaluation de Morin. « Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis » demanda Grace. « La vidéo » répondit simplement Morin. « Voir mon fils laisser sa maîtresse jeter du vin sur sa femme enceinte, alors qu'il restait assis là comme un lâche, m'a fait réaliser que j'avais échoué en tant que mère. J'ai élevé un homme qui ne comprend pas l'honneur, la loyauté ou la décence humaine la plus élémentaire. » Le téléphone de Morin sonna et elle répondit avec son autorité caractéristique. « Oui, Richard. Non, je ne viendrai pas à la maison pour t'aider à gérer cette crise, car c'est toi qui l'as créée par tes propres choix. La réputation de la famille Hayes est désormais ma priorité, pas ton confort. » Elle raccrocha et regarda autour d'elle avec une satisfaction sinistre. C'était mon fils qui me demandait d'utiliser mon influence pour régler la situation. Il semble croire, que les relations familiales peuvent effacer les conséquences de ses propres échecs. « Est-ce possible ?» demanda Walter avec intérêt. « Peut-être, admit Morin. J'ai une influence sociale et commerciale importante dans cette ville. Je pourrais probablement organiser une sorte de contrôle des dégâts, arranger les choses avec les partenaires commerciaux de Richard, gérer la communication avec les médias, dit-elle en marquant d'une pause et en regardant Grace droit dans les yeux. Mais je ne ferai rien de tout cela à moins que Richard ne remplisse certaines conditions. « Quelles conditions ?» demanda Grace. « Premièrement, il doit mettre fin immédiatement et définitivement à sa relation avec cette femme. Ensuite, il doit présenter des excuses publiques pour son comportement de ce soir, en reconnaissant spécifiquement qu'il a failli à son devoir de protéger sa femme enceinte. Enfin, il doit suivre une thérapie de couple et s'engager à reconstruire votre relation en toute transparence. » Ces conditions étaient plus complètes que tout ce que Grace avait osé espérer. Mais elles révélaient également la motivation première de Morin. Protéger la réputation de la famille Hayes plutôt que le bonheur personnel de Grace. « Et s'il refuse, demanda Grace. « La famille Hayes rompra tous les liens avec lui, répondit Morin d'un ton neutre. Il perdra l'accès à l'argent, aux relations et au soutien de sa famille. Il devra assumer seul les conséquences de ses choix. » Walter approuva d'un signe de tête. Les conséquences financières et sociales sont généralement des facteurs de motivation très efficaces. Exactement, acquiesça Morin. Richard a toujours pu compter sur les ressources de sa famille pour résoudre ses problèmes. S'il veut continuer à bénéficier de ce soutien, il devra prouver qu'il le mérite. Grace était partagée quant à la proposition de Morin. Une partie d'elle était reconnaissante de tout soutien, en particulier de la part de la famille de Richard, mais une autre partie se demandait si elle voulait d'un mariage qui nécessitait des ultimatums et une pression extérieure pour survivre. « Madame Hayes, dit Grace avec prudence, j'apprécie votre soutien, mais j'ai besoin de réfléchir à ce que j'attends réellement de cette situation. Il ne s'agit plus seulement de sauver le mariage. Il s'agit de savoir si Richard est capable d'être le mari et le père dont nous avons besoin. C'est une question légitime, reconnut Morin. Mais réfléchissez-y. Vous êtes enceinte de 7 mois de mon premier petit enfant. Que votre mariage survive ou non, Richard restera lié à cette famille pour le reste de la vie de cet enfant. Il vaut mieux pour tout le monde qu'il apprenne à se comporter comme un être humain décent. » Avant que Grace n'ait le temps de répondre, Marcus apparut dans l'embrasure de la porte avec une nouvelle information. « Monsieur Morrison, il y a du nouveau. Richard Hayes est en bas et exige de voir sa femme. Il est très agité. »« À quel point ?» demanda Walter. « La sécurité de l'hôtel surveille la situation, » répondit Marcus avec diplomatie. « Il brandit ses droits légaux et exige de voir Madame Hayes. » L'expression de Morin s'assombrit. « Faites-le monter. Il est temps que Richard affronte sa famille et s'explique. »« Êtes-vous sûr de cela ?» demanda Claire à Grace.
Vous n'êtes pas obligé de le voir ce soir si vous ne vous sentez pas prête. Grace réfléchit longuement à la question. Elle était épuisée émotionnellement et physiquement, mais elle savait aussi qu'éviter Richard ne ferait pas disparaître la situation. Tôt ou tard, ils devraient affronter la réalité de leur relation et décider de la suite à donner. Faites-le monter, décida Grace. Mais je veux que tout le monde reste. Je ne veux pas lui faire face seul. Lorsque Richard entra dans la suite luxueuse 5 minutes plus tard, il avait l'air d'un homme dont le monde s'écroulait autour de lui. Son costume coûteux était froissé, ses cheveux en bataille, et ses yeux reflétaient l'intensité désespérée de quelqu'un confronté à la ruine financière et sociale. « Grace », dit-il immédiatement, en s'avançant vers sa femme avant d'être arrêté par l'intervention ferme mais polie de Walter. « Richard », dit Walter calmement, « tu devrais peut-être commencer par expliquer ton comportement de ce soir à ta mère. » Richard regarda autour de lui et réalisa pour la première fois qu'il faisait face à une coalition unie de membres de sa famille plutôt qu'aux négociations individuelles qu'il avait prévues. « Maman, dit-il en se tournant vers Moran avec soulagement, « Dieu merci, tu es là. » Walter a complètement réagi de manière excessive à un simple malentendu. Nous devons contenir cette situation avant qu'elle ne nuise davantage à la réputation de la famille. Moran observa son fils avec l'expression de quelqu'un qui examine un investissement commercial décevant. « Richard, j'ai regardé la vidéo de ton simple malentendu. Explique-moi pourquoi tu es resté immobile pendant que ta femme enceinte était agressée en public. » Le sang-froid de Richard commença à se fissurer sous le regard scrutateur de sa mère. « Ça s'est passé si vite, dit-il sur la défensive. J'essayais d'éviter que la situation ne dégénère. Tu essayais d'éviter de choisir entre ta femme et ta maîtresse, corrigea froidement Moran. Donc, tu n'as choisi ni l'un ni l'autre. Ce qui est la pire décision possible. Amber n'est pas ma maîtresse, protesta Richard, bien que sa voix manquât de conviction. C'est une associée, intervint enfin Grace, d'une voix qui avait l'autorité de quelqu'un qui avait enduré suffisamment de mensonges pour une soirée. Richard, dit-elle calmement, ton associé m'a dit que tu gardais des vêtements dans son placard et que tu te rendais à son appartement tous les mardis et jeudis. Elle connaissait des détails sur notre mariage, notre grossesse et nos conversations privées. Cesse de nous prendre pour des idiots. Richard regarda autour de lui, réalisant que le déni n'était plus une stratégie viable. Les preuves étaient accablantes. Les conséquences s'accumulaient et son entourage exigeait qu'il rende des comptes plutôt que de cautionner son comportement. « Très bien, dit-il d'une voix amère, comme quelqu'un contraint à faire des aveux qu'il ne voulait pas faire. « Oui, je vois Amber. Oui, c'est plus que du travail. Mais Grace, notre mariage est difficile depuis des mois. Tu es tellement concentrée sur ta grossesse, tellement émotive et exigeante. Amber comprend mes pressions, mes besoins. » La justification était donc exactement celle à laquelle Grace s'attendait. Richard se présentait comme la victime des circonstances plutôt que comme l'architecte de ses propres choix. « Donc, tu m'as trompé parce que ma grossesse te dérangeait ?» demanda Grace d'une voix dangereusement calme. « Je n'avais pas prévu que ça se passerait comme ça, » continua Richard, croyant apparemment que l'absence de préméditation réduisait d'une manière ou d'une autre sa culpabilité. Amber était là, elle m'a soutenu, elle m'a aidé à me sentir à nouveau moi-même, plutôt qu'un simple pourvoyeur pour les préparatifs incessants de l'arrivée du bébé. L'expression de Moran devint de plus en plus dégoûtée à mesure que son fils révélait l'égoïsme superficiel qui avait motivé son infidélité. Richard, on dirait un adolescent qui justifie un vol à l'étalage. Assumez la responsabilité de vos choix. J'assume mes responsabilités, rétorqua Richard, perdant finalement complètement son sang-froid. Mais cette réaction excessive est insensée. Walter a détruit mes relations professionnelles pour une affaire personnelle. Cette vidéo a été vue par tous mes collègues. Mes investisseurs paniquent. Mes clients remettent en question mon jugement. Et ma réputation est ruinée. Ta réputation devrait être ruinée, dit Walter d'un ton neutre. Un homme qui trahit sa femme enceinte et la laisse être humiliée publiquement ne mérite pas une bonne réputation. Richard se tourna vers son beau-père avec une colère désespérée. Tu ne comprends pas les implications commerciales de cette situation. J'ai des employés qui dépendent de moi, des projets qui échoueront sans financement adéquat, des engagements qui exigent une crédibilité sociale et professionnelle. Alors tu aurais dû réfléchir à ces implications avant de décider d'avoir une liaison, dit Grace, sentant une étrange sensation de clarté émerger de son épuisement et de sa douleur.
Les conséquences commerciales ne sont pas une punition pour l'incident de ce soir. Richard, elles sont le résultat naturel de la révélation publique de ta personnalité. Pour la première fois depuis qu'il était entré dans la pièce, Richard semblait comprendre qu'il ne pourrait pas négocier ou manipuler pour se sortir de cette situation. La coalition contre lui était trop forte, les preuves trop claires et les conséquences trop avancées pour être facilement inversées. « Que voulez-vous de moi ?» demanda-t-il d'une voix qui trahissait la défaite de quelqu'un enfin prêt à affronter la réalité. « Que faut-il faire pour arranger les choses ?» Grace regarda son mari millionnaire, l'homme qu'elle avait aimé, épousé et à qui elle avait confié son avenir, et comprit que la question la plus importante n'était pas de savoir ce qu'il faudrait faire pour réparer leur relation. La question était de savoir si leur relation valait la peine d'être réparée. À l'aube du mercredi matin, Richard Clayton Hayes découvrit que son empire commercial reposait sur des relations plus fragiles qu'il ne l'avait jamais imaginées. Ce qu'il avait toujours considéré comme sa réussite professionnelle n'était en réalité qu'un réseau complexe de relations sociales, de confiance personnelle et de réputation qui pouvait s'effondrer à une vitesse fulgurante lorsque les fondations se fissuraient. Grace était assise dans la suite de l'hôtel Morrison, regardant le soleil se lever à travers les baies vitrées, tandis que son père la tenait informée des conséquences de plus en plus graves de l'incident de la nuit précédente. Walter avait passé les premières heures de la matinée à répondre aux appels téléphoniques de ses associés, qui avaient tous vu la vidéo virale et réévaluaient désormais leur relation avec Richard Hayes. Harbor Point Development vient de résilier son accord de partenariat, rapporta Walter, en consultant ses messages tout en buvant son café. C'était le plus gros projet de Richard, avec un investissement prévu de 40 millions. Complètement annulé, demanda Grace, même si elle commençait à comprendre que le réseau d'influence de son père était plus étendu qu'elle ne l'avait imaginé. Le principal investisseur m'a appelé personnellement, expliqua Walter. Il a dit qu'il ne pouvait pas justifier un partenariat avec quelqu'un qui avait fait preuve d'un si mauvais jugement dans la gestion d'une crise personnelle. Ce sont ses mots exacts. Claire, qui avait passé la nuit dans la suite pour surveiller l'état de Grace, leva les yeux de son ordinateur portable, où elle suivait la couverture de l'incident sur les réseaux sociaux. La vidéo a été vue plus de 2 millions de fois. Elle a été reprise par les médias nationaux comme exemple de privilège et d'indifférence domestique. La transformation d'une humiliation personnelle en symbole national du privilège des maris millionnaires était surréaliste pour Grace. Elle était allée au Steakhouse Morrison pour fêter tranquillement avec sa meilleure amie et était devenue le visage de toutes les femmes enceintes qui avaient été trahies par les hommes censés les protéger. Comment Richard gère-t-il tout ça? Demanda Grace, même si elle n'était pas sûre de vouloir connaître la réponse. Pas bien, répondit Walter. Selon son chef de cabinet, il passait des coups de fil de plus en plus désespérés depuis 5 heures du matin pour tenter de sauver ses relations professionnelles et limiter les dégâts. La plupart des gens ne répondent pas à ces appels. Maureen Hayes arriva à la suite à 8 heures précises, se tenant avec la dignité rigide de quelqu'un qui est déterminé à maintenir les normes même en temps de crise. Elle avait manifestement passé les premières heures de la matinée à évaluer les dégâts et à élaborer une stratégie pour préserver la famille. « Grace, dit Maureen sans préambule, j'ai parlé 3 fois avec Richard depuis hier soir. Il commence enfin à comprendre l'ampleur de ses erreurs. » Comprendre et changer sont 2 choses différentes, répondit Grace en posant une main protectrice sur son ventre où le bébé Charlotte bougeait doucement en réponse à la voix de sa mère. En effet, acquiesça Maureen. C'est pourquoi j'ai mis en place certaines conséquences financières pour m'assurer que sa compréhension se traduise en actes. Walter regarda sa collègue avec un intérêt professionnel. Quel genre de conséquences financières? Le fonds fiduciaire de la famille Hayes comporte des clauses morales très spécifiques, expliqua Maureen avec une satisfaction sinistre. L'adultère, l'abandon des responsabilités familiales et tout comportement portant atteinte à la réputation de la famille entraîne la suspension automatique du soutien financier. De quel montant s'agit-il? Demanda Claire. Richard reçoit environ 200 000 $ par an provenant des investissements familiaux, répondit Maureen. Son mode de vie, ses activités professionnelles et ses dépenses personnelles sont basés sur ce revenu garanti. Sans cela, sa situation financière devient beaucoup plus précaire. Grace commençait à comprendre pourquoi Richard avait semblé si paniqué lors des confrontations de la nuit précédente. Sa richesse apparente était en partie illusoire,
dépendante de l'argent de sa famille qui pouvait lui être retiré s'il ne répondait pas aux attentes de celle-ci. Ce n'est pas tout, poursuivit Marin. La famille Hayes est également propriétaire de l'immeuble où se trouve le bureau de Richard. Son bail doit être renouvelé le mois prochain et les propriétés familiales ont des normes morales très strictes pour les locataires. Vous l'expulsez de son propre bureau? Demanda Grace avec surprise. Je lui demande de respecter les mêmes normes que celles que nous appliquons à tous nos locataires, corrigea Moran. Un comportement professionnel, une conduite éthique et une réputation qui rejaillit sur la propriété. Il ne remplit actuellement aucun de ces 3 critères. Walter approuva d'un signe de tête. Des conséquences globales ont tendance à être plus efficaces que des conséquences partielles. Cependant, ajouta Moran en s'adressant directement à Grace, ces conséquences peuvent être annulées si Richard fait preuve d'une véritable réhabilitation. La question est de savoir si vous êtes prête à lui donner cette chance. Avant que Grace n'ait le temps de répondre, son téléphone sonna. C'était le Dr. Patricia Santos, son obstétricienne. Grace répondit avec une certaine inquiétude, se demandant si le stress de la nuit précédente avait entraîné des complications médicales. « Grace, dit le Dr. Santos, j'ai appris l'incident de la nuit dernière par des amis communs. Comment vous sentez-vous? Avez-vous des crampes, des saignements ou des symptômes inhabituels? » « Je me sens bien, répondit Grace, même si elle se rendait compte qu'elle n'avait pas prêté attention aux signaux de son corps au milieu de tout ce drame familial. Le bébé bouge normalement et je n'ai pas de douleur physique. J'aimerais vous voir ce matin pour un examen complet. Le Dr. Sanos a dit que c'était par mesure de sécurité. Un stress extrême peut parfois déclencher un accouchement prématuré et nous voulons nous assurer que tout se passe normalement. Grace accepta le rendez-vous, reconnaissante de l'attention proactive du Dr. Santos. Alors qu'elle se préparait à partir pour l'examen médical, Walter reçut un autre appel qui allait compliquer encore davantage la situation de Richard, qui se détériorait rapidement. « Morrison, répondit Walter, puis il écouta attentivement pendant plusieurs minutes. « Je vois. Oui, c'est très intéressant. Envoyez-moi la documentation. » À la fin de l'appel, Walter avait l'air sombre, mais satisfait. « Que se passe-t-il? » demanda Grace. « C'était mon avocat, » expliqua Walter. Richard a passé toute la matinée à appeler des cabinets d'avocats pour trouver quelqu'un qui accepterait d'intenter une action en justice contre moi pour ingérence dans ses affaires et complot visant à nuire à sa réputation. « Il peut faire ça? » demanda Claire, inquiète. « Il peut essayer, » répondit Walter. « Mais voici la partie intéressante. 3 cabinets d'avocats différents ont refusé de le représenter. Non pas parce qu'ils ont peur de moi, mais parce qu'ils ont fait des recherches élémentaires sur sa personnalité et ont décidé qu'il n'était pas le genre de client avec lequel ils souhaitaient s'associer. Le fait que même les avocats potentiels de Richard prennent leur distance avec lui démontrait à quel point sa réputation professionnelle s'était effondrée en moins de 12 heures. Un cabinet a été très direct, poursuivit Walter. Ils ont dit à Richard que représenter un homme qui n'avait pas su protéger sa femme enceinte serait incompatible avec les valeurs du cabinet et pourrait nuire à leur relation avec d'autres clients. Grace ressentit un mélange complexe de satisfaction et de tristesse. Elle n'avait jamais voulu détruire la carrière de Richard, mais elle commençait à comprendre que son succès professionnel avait toujours reposé sur une façade soigneusement entretenue que l'incident de la nuit précédente avait définitivement brisé. L'examen du Dr. Santos, 2 heures plus tard, a confirmé que Grace et le bébé Charlotte étaient en bonne santé malgré le traumatisme de la nuit précédente. Cependant, le médecin s'est dit très inquiet du niveau de stress de Grace et de son impact potentiel sur le reste de sa grossesse. « Tout semble aller bien pour l'instant, » expliqua le Dr. Sanos. « Mais un stress émotionnel prolongé peut entraîner des complications à l'approche de la date prévue pour l'accouchement. Vous avez besoin de stabilité, de soutien et de tranquillité d'esprit pendant les 2 prochains mois. » « Et si ce n'est pas possible? » demanda Grace. « Et si le stress persiste en raison de problèmes conjugaux? Dans ce cas, vous devez donner la priorité à votre santé et à celle de votre bébé avant tout, » répondit fermement le Dr. Santos, y compris votre mariage, si nécessaire. Les conseils médicaux ont cristallisé ce que Grace refusait d'admettre. Sa relation avec Richard était peut-être irrécupérable, et continuer à se battre pour elle pourrait en fait mettre en danger le bien-être de son enfant. Lorsque Grace est retournée au Steakhouse Morrison pour déjeuner avec son père, elle l'a trouvé en compagnie d'un homme qu'elle ne reconnaissait pas,
Un gentleman distingué vêtu d'un costume coûteux qui se comportait avec l'assurance d'une personne haut placée. Grace, a dit Walter en se levant pour les présenter. Voici le juge Harrison Mills. C'est un vieil ami qui tenait à vous rencontrer après avoir entendu parler de l'incident d'hier soir. Le juge Mills tendit la main avec une courtoisie bienveillante. Madame Hayes, je suis désolé de ce que vous avez vécu. Aucune femme enceinte ne devrait jamais subir un tel traitement. Merci, votre honneur, répondit Grace, se demandant pourquoi l'ami de son père avait demandé cette rencontre. J'ai demandé au juge Mills de se joindre à nous, expliqua Walter. Richard a menacé d'intenter une action en justice et je voulais que vous compreniez vos options avec l'aide d'une personne ayant une grande expérience du droit de la famille. Le juge Mills acquiesça gravement. Madame Hayes, le comportement de votre mari hier soir, en particulier son incapacité à vous protéger contre cette agression, pourrait constituer un motif de divorce dans cet État. Plus important encore, le manque de jugement dont il a fait preuve en public pourrait être pris en compte dans les considérations relatives à la garde des enfants. À l'évocation de la garde, Grace porta instinctivement ses mains sur son ventre. Elle n'avait pas envisagé que ses problèmes conjugaux puissent affecter ses droits en tant que mère. « Que voulez-vous dire » demanda-t-elle prudemment. « Un homme qui laisse sa femme enceinte se faire agresser en public fait preuve d'un jugement parental discutable, expliqua le juge Mills. Les tribunaux familiaux prennent ce genre d'incident très au sérieux lorsqu'ils statuent sur la garde des enfants et l'aptitude parentale. Walter se pencha en avant, intéressé. Vous voulez dire que le comportement de Richard pourrait avoir une incidence sur son droit de voir son enfant? Je dis que le caractère est important dans les tribunaux familiaux, répondit le juge Mills. Un père qui privilégie sa maîtresse plutôt que sa femme enceinte soulève des questions quant à sa capacité à faire passer le bien-être de son enfant avant ses propres désirs. Grace se sentit submergée par les implications juridiques de la discussion. En l'espace de 24 heures, elle était passée de la tentative de sauver son mariage à la possibilité de se battre pour la garde de son enfant à naître. « Je ne veux pas priver Richard de sa fille », dit Grace doucement. « Malgré tout, il devrait avoir la possibilité d'être père. » C'est très généreux, reconnut le juge Mills. Mais vous devez également vous protéger juridiquement, tout documenter, conserver toutes les communications et envisager de consulter un avocat spécialisé en droit de la famille pour comprendre vos droits. La conversation fut interrompue par l'arrivée de Richard lui-même, qui avait apparemment retrouvé Grace au restaurant grâce à l'utilisation de sa carte de crédit. Il entra dans le steakhouse Morrison avec l'assurance désespérée de quelqu'un qui tente un dernier coup, mais s'arrêta net lorsqu'il se rendit compte que Grace était en compagnie d'un juge. « Grace, dit Richard en s'approchant de leur table avec une anxiété évidente. Nous devons parler en privé. Cette situation a assez duré. »« Monsieur Hayes, dit poliment le juge Mills, je crois que nous n'avons pas été présentés. Je suis le juge Harrison Mills. » Le visage de Richard pâlit lorsqu'il reconnut le nom. Le juge Mills était l'un des juges les plus respectés du tribunal des affaires familiales de l'État, connu pour ses normes strictes et son intolérance envers les fautes domestiques. « Votre honneur, dit Richard avec prudence. J'espère que vous comprenez que l'incident d'hier soir a été complètement exagéré. Un désaccord privé entre époux ne devrait pas devenir un spectacle public. »« Une dispute privée ?» répéta le juge Mills en haussant les sourcils. « Monsieur Hayes, j'ai vu la vidéo. Votre femme a été agressée en public pendant que vous restiez immobile. Ce n'est pas une dispute. C'est un abandon de vos devoirs. » Richard commença à perdre son sang-froid sous le regard inquisiteur du juge. « Votre honneur, vous comprenez sûrement que le mariage est compliqué, qu'il y a toujours deux versions à chaque histoire. » En effet, il y en a toujours deux. Le juge Mills acquiesça. Cependant, certains actes parlent d'eux-mêmes, quel que soit le contexte. Une femme enceinte agressée, alors que son mari n'intervient pas, en fait partie. Walter observait l'échange avec satisfaction, réalisant que Richard était contraint d'affronter les conséquences juridiques et sociales de ses choix. « Richard, dit Grace doucement, le juge Mills est ici en tant qu'ami de papa, pas à titre officiel, mais son point de vue m'aide à comprendre toute la portée de ce qui s'est passé hier soir. Ce qui s'est passé hier soir était un malentendu délibérément amplifié par l'ingérence de votre père dans mes affaires, répondit Richard, d'une voix qui prenait le ton défensif qui lui était devenu familier. Ce qui s'est passé hier soir, corrigea Walter, c'était la révélation publique de votre véritable nature. Tout ce qui a suivi n'est que la conséquence naturelle de cette révélation.
Richard se tourna vers le juge Mills avec un regard désespéré. Votre honneur, il doit bien exister un recours juridique lorsqu'un homme voit sa réputation professionnelle détruite par un harcèlement ciblé. Walter Morrison a utilisé son influence pour nuire systématiquement à mes relations professionnelles. Le juge Mills examina la question avec impartialité. Monsieur Hayes, les relations commerciales reposent sur la confiance et la réputation. Si votre réputation a été détruite de manière juste et non calomnieuse, alors les conséquences commerciales sont des réactions légitimes du marché et non une ingérence illégale. Mais la réaction a été complètement disproportionnée, protesta Richard. J'ai perdu des millions de dollars de revenus potentiels à cause d'un seul incident. Un seul incident qui a révélé des défauts de caractère fondamentaux, a répondu le juge Mills. Le monde des affaires a simplement décidé que votre caractère ne répondait pas à ses critères de partenariat. C'est son droit. Grace regardait son mari millionnaire se disputer avec un juge au sujet de l'équité des conséquences de ses actes. Et elle a réalisé que Richard n'avait jamais vraiment compris le concept de responsabilité. Sa richesse et sa position sociale l'avaient toujours protégé de graves répercussions, le rendant incapable de gérer une situation où ses choix avaient des conséquences permanentes et inévitables. Richard, a dit Grace, retrouvant sa voix au milieu des discussions juridiques et commerciales. Arrête de lutter contre les conséquences et commence à réfléchir au genre d'homme que tu veux être à l'avenir. Notre fille va naître dans 2 mois. Quel genre de père veux-tu qu'elle ait? La mention de leur fille sembla pénétrer la colère défensive de Richard, et pendant un instant, son expression s'adoucit, laissant apparaître ce qui pouvait être un véritable remords. Grace, dit-il doucement, je sais que j'ai fait des erreurs, mais si nous pouvions simplement passer à autre chose, recommencer à zéro, nous concentrer sur notre famille, il est impossible de passer à autre chose, répondit Grace. La vidéo existe, le préjudice commercial est fait, et tout le monde sait quel genre d'homme tu es. La seule question qui se pose maintenant est de savoir si tu es prêt à devenir un homme meilleur. Richard regarda autour de la table sa femme arrangée, son père protecteur et un juge qui représentait les normes du système juridique en matière de comportement acceptable. Il faisait face à une coalition de personnes qui exigeaient des responsabilités plutôt que des excuses, du caractère plutôt que de la commodité. Que faudrait-il pour cela? Demanda-t-il finalement. Que devrais-je faire pour prouver que je peux m'améliorer? Grace sentit son cœur se briser un peu à cette question, car elle révélait à quel point Richard avait mal compris la situation. Il pensait toujours en termes de performance et de négociation plutôt qu'en termes de transformation authentique. « Richard, dit-elle doucement, vous ne pouvez pas prouver que vous êtes un homme meilleur. Vous devez le devenir, et c'est quelque chose que vous seul pouvez décider de faire. » Le lendemain matin, un visiteur inattendu se présenta au steakhouse de Morrison. Dorothy Mae Morrison, la mère de Grace et l'ex-femme de Walter, arriva à 9 heures précises, l'air déterminé d'une femme qui avait passé la nuit à prendre des décisions difficiles concernant la loyauté familiale et la protection maternelle. Grace n'avait pas vu ses parents dans la même pièce depuis près de 6 ans, depuis que leur divorce amer avait divisé la famille en 2 camps opposés. Mais la vue de sa fille tachée de vin sur la vidéo de Verall avait apparemment pris le pas sur les griefs de longue date de Dorothy envers son ex-mari. « Ma chérie », dit Dorothy en enveloppant immédiatement sa fille enceinte dans une étreinte maternelle féroce. « Je suis venue dès que Claire m'a appelé. Tu vas bien? Le bébé va bien? Nous allons bien toutes les deux, maman, » répondit Grace, se sentant à nouveau comme une enfant dans l'étreinte protectrice de sa mère. C'était horrible, si public et humiliant. Dorothy s'écarta pour examiner le visage de sa fille avec l'attention clinique de quelqu'un qui évalue les dommages émotionnels. « Tu as l'air fatigué, stressé. As-tu bien dormi, bien mangé? » « Elle est restée ici à l'hôtel, intervint Walter en s'approchant de son ex-femme avec la courtoisie prudente de 2 personnes qui naviguent dans une histoire compliquée. Service complet, surveillance médicale, tout ce dont elle a besoin. Dorothy se tourna vers Walter pour la première fois, le visage empreint d'une expression complexe mêlant douleur ancienne et gratitude actuelle. « Walter, merci de prendre soin d'elle. »« C'est aussi ma fille, » répondit Walter simplement. « Notre fille. » L'accent mis sur leur parentalité commune n'échappa à personne dans la pièce. Malgré leur conflit personnel, Walter et Dorothy avaient créé quelque chose de beau ensemble. Grace et le petit enfant qu'elle portait. « J'ai vu la vidéo
continua Dorothy, la voix durcie par la fureur maternelle. J'ai vu cette femme jeter du vin sur ma fille enceinte pendant que son mari restait assis là comme une statue. Je n'ai jamais été aussi en colère de ma vie. Bienvenue au club, dit Walter d'un ton sinistre. Richard découvre que les actes ont des conséquences. Dorothy observa son ex-mari avec un respect nouveau. J'ai entendu parler des conséquences commerciales, de la liste noire du restaurant, des partenariats annulés, des retraites d'investissement. Très complet. Je protège ma famille, répondit Walter. Je l'ai toujours fait. La conversation faisait écho à leur ancien mariage. La farouche protection de Walter que Dorothy trouvait à la fois réconfortante et écrasante. L'intensité qui l'avait à la fois attirée et épuisée pendant leurs 25 années de vie commune. Grace, dit Dorothy en s'installant dans un fauteuil à côté de sa fille. Je dois te dire quelque chose. J'ai pris contact avec la mère de Richard. Les yeux de Grace s'écarquillèrent de surprise. Tu as parlé à Morin 3 fois depuis hier soir. Confirma Dorothy. Nous ne sommes pas d'accord sur grand-chose, mais nous avons toutes les deux un petit enfant à prendre en considération. Morin n'est pas satisfaite du comportement de son fils. Walter semblait intrigué par cette nouvelle. De quel genre de collaboration s'agit-il? Le genre où deux mères mettent de côté leurs différends pour protéger une femme enceinte et son enfant à naître, répondit Dorothy avec fermeté. Morin a des ressources, j'ai du recul, et ensemble, nous pouvons garantir que Grace et le bébé seront protégés, quoi qu'il arrive au mariage. Grace se sentit submergée par l'alliance soudaine qui se formait autour d'elle. Des personnes qui s'étaient évitées pendant des années coordonnaient désormais leurs efforts pour la protéger des conséquences des choix de Richard. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Demanda Grace. Cela signifie que tu as des options, expliqua Dorothy. Morin est prêt à assurer ta sécurité financière et celle du bébé. Que tu restes marié à Richard ou non, je suis prête à t'apporter un soutien émotionnel et pratique. Ton père s'occupe de la protection sociale et professionnelle. Et Richard? Demanda Grace. Richard peut décider s'il veut faire partie de ce système de soutien familial ou s'il préfère rester en dehors, répondit Walter. Mais dans tous les cas, Charlotte et toi êtes protégés. La conversation fut interrompue par l'arrivée de Claire, l'air sombre, avec des documents juridiques à la main. Grace, tu dois voir ça. Richard a demandé la garde d'urgence du bébé ce matin. Ces mots frappèrent Grace comme un coup de poing. La garde d'urgence. Le bébé n'est même pas encore né. Il prétend que l'ingérence de ton père dans ses affaires a créé une instabilité émotionnelle qui pourrait mettre en danger la grossesse, expliqua Claire en lisant le document juridique. Il veut que le tribunal impose des restrictions sur les contacts entre Walter et toi et vous impose à tous les deux une thérapie familiale obligatoire. Dorothy rougit de rage et d'indignation. Il laisse sa maîtresse agresser sa femme enceinte, puis prétend qu'elle est émotionnellement instable. Son audace est stupéfiante. L'expression de Walter devint dangereusement calme. Richard essaie d'utiliser le système judiciaire pour reprendre le contrôle après avoir tout perdu. Une tactique classique des agresseurs. « Je ne suis pas instable, » dit Grace, sa voix se renforçant sous l'effet de la colère défensive. « Je suis stressé parce que mon mari millionnaire m'a trahi et a laissé sa maîtresse m'humilier en public. C'est une réaction rationnelle à une situation irrationnelle. » Bien sûr que oui, la rassura Dorothy. N'importe quelle personne raisonnable serait bouleversée par un tel traitement. Le juge Mill, qui était resté au restaurant pour observer la dynamique familiale, prit la parole depuis sa table voisine. Madame Hayes, la demande d'urgence de Monsieur Hayes est juridiquement futile et éthiquement discutable. Aucun juge n'accordera de restrictions de garde sur la base de ces circonstances. Pourquoi fait-il cela? Demanda Grace, même si elle soupçonnait la réponse. Le désespoir, répondit Walter. Richard a perdu ses relations professionnelles, le soutien de sa famille et son statut social. Le seul moyen de pression qui lui reste est la menace d'une action en justice concernant son enfant. C'est aussi une diversion, ajouta le juge Mills. En déposant une demande de garde, il détourne l'attention de sa propre faute pour la porter sur votre prétendue instabilité. C'est une stratégie courante chez les hommes qui doivent faire face aux conséquences d'un abandon familial. Grace sentit le bébé donner un coup de pied violent, comme pour réagir au stress et à la colère qui entouraient la discussion sur son avenir. L'enfant n'était même pas encore né, et elle était déjà utilisée comme un pion dans la relation qui se détériorait entre ses parents. « Je ne le laisserai pas faire », a déclaré Grace avec fermeté, surprenant tout le monde par la détermination dans sa voix. «
Je ne laisserai pas Richard utiliser notre fille comme une arme pour échapper à ses responsabilités. Que veux-tu faire? A demandé Dorothy avec douceur. Je veux le rencontrer, a décidé Grace, face à face, avec des témoins, et lui donner une dernière chance de choisir entre être un vrai mari et un vrai père, ou être complètement exclu de nos vies. Walter avait l'air inquiet. Grace, es-tu sûre d'être prête pour ce genre de confrontation? Je suis prête à trouver une solution, répondit Grace. D'une manière ou d'une autre, cette situation doit prendre fin. Notre fille mérite de naître dans la clarté plutôt que dans le chaos. Miam! Morin Hayes arriva au restaurant 1 heure plus tard. Convoqués par Dorothy pour leur collaboration sans précédent, les deux mères s'approchèrent l'une de l'autre avec le respect méfiant d'anciennes adversaires unis par un objectif commun. Dorothy, dit Morin avec une courtoisie formelle. Merci de m'avoir appelé, Morin. Nos enfants ont créé une situation qui nécessite la supervision d'adultes. L'euphémisme était délibéré et efficace. Les deux femmes comprenaient que leurs enfants n'avaient pas su gérer leur relation de manière responsable, rendant nécessaire l'intervention des parents pour protéger leur petite fille innocente prise au milieu. J'ai examiné le dossier juridique de Richard, dit Morin, la voix tendue par la désapprobation. C'est embarrassant, vindicatif et totalement contre-productif par rapport à son objectif déclaré de réconciliation familiale. Il essaie d'intimider Grace pour qu'elle se soumette, observa Dorothy. Il veut lui faire peur en lui faisant croire qu'elle va perdre la garde de son enfant afin qu'elle accepte son infidélité et ses abus. Il faudra me passer sur le corps, répondit Morin avec une véhémence surprenante. La famille Hayes ne se livre pas à des intimidations juridiques à l'encontre de femmes enceintes. Richard a franchi une ligne que je ne tolérerai pas. Grace regarda sa mère et sa belle-mère coordonner leur opposition à la stratégie juridique de Richard, émerveillée de voir à quelle vitesse d'anciens étrangers pouvaient devenir des alliés face à une menace commune pour quelqu'un qu'ils aimaient tous les deux. « Quel est ton plan? » demanda Grace. « C'est simple, » répondit Morin. « Nous allons faire abattre le bluff de Richard. J'ai engagé le meilleur avocat spécialisé en droit de la famille ou de l'État pour te représenter aux frais de la famille. Nous allons lui montrer que ces menaces juridiques sont non seulement sans fondement, mais aussi préjudiciables à sa propre position. Plus important encore, ajouta Dorothy, nous documentons tout, chaque menace, chaque manipulation, chaque tentative d'utiliser le bébé comme moyen de pression. Si l'affaire est portée devant les tribunaux, le juge verra exactement quel genre d'homme est Richard. Walter approuva d'un signe de tête. Une documentation complète a tendance à être très convaincante dans les procédures judiciaires. Il y a autre chose, poursuivit Morin. J'ai parlé avec les associés de Richard au sujet de la demande de garde d'urgence. Ils s'inquiètent de son jugement et de sa stabilité émotionnelle. À quel point? Demanda Grace. Assez pour accélérer leur retrait de leur relation professionnelle? Morin expliqua. Un homme qui dépose des requêtes frivoles pour obtenir la garde de sa femme enceinte alors que son empire commercial s'effondre, n'est pas quelqu'un avec qui ils veulent être associés. Grace comprit que la stratégie juridique de Richard se retournait contre lui de manière spectaculaire. Au lieu de l'intimider pour la soumettre, il fournissait des preuves supplémentaires de son manque de jugement à un cercle toujours plus large de personnes qui influençaient sa position professionnelle et sociale. Il est en train de se détruire, observa Grace avec tristesse. Il fait des choix, corrigea Walter. De mauvais choix dont les conséquences sont prévisibles. Nous veillons simplement à ce que ces conséquences soient totales plutôt que partielles. Dorothy tendit la main pour serrer celle de sa fille. « Grace, tu dois comprendre quelque chose. Quoi qu'il arrive avec Richard, toi et ce bébé serez protégés. Tu as des ressources, du soutien et une famille qui t'aime. Ne laisse pas la peur de l'inconnu te maintenir prisonnière d'une situation qui est clairement néfaste. » « Je sais, » répondit Grace, se sentant plus forte et plus confiante qu'elle ne l'avait été depuis que le vin avait frappé son visage 2 nuits auparavant. « Je n'ai plus peur, je suis en colère et je suis déterminée à faire ce qui est le mieux pour Charlotte, même si cela signifie mettre fin à mon mariage. » Cette déclaration marqua un tournant dans le parcours émotionnel de Grace, qui passa du statut de victime à celui de survivante, puis à celui de personne prenant activement le contrôle de son propre destin. Autour de la table, l'alliance improbable formée par ses parents divorcés et sa belle-mère approuvait d'un signe de tête déterminé.
Richard Hayes était sur le point de découvrir qu'attaquer une femme enceinte entourée de personnes qu'il aimait était la pire décision stratégique qu'il pouvait prendre. À 2h30 du matin, vendredi, Grace Morrison Hayes a commencé le travail. Les contractions ont commencé alors qu'elle lisait la dernière requête judiciaire de Richard, un document si vindicatif et désespéré que même son propre avocat lui aurait déconseillé de le soumettre. Elle ne manqua pas l'ironie de la situation. Le stress causé par les attaques incessantes de son mari millionnaire contre sa personne était peut-être à l'origine de l'arrivée prématurée de leur fille. Papa appela Grace depuis sa suite à l'hôtel Morrison, se pliant en deux sous l'effet d'une nouvelle contraction d'une intensité surprenante. « Je crois que c'est le moment », répondit Walter, qui apparut à la porte quelques secondes plus tard, déjà en train de chercher son téléphone pour appeler les secours. Derrière lui, Claire sortit de la chambre d'amis où elle était restée pour surveiller l'état de Grace. « À quel intervalle sont les contractions ?» demanda Claire, passant immédiatement en mode gestion de crise. « 3 minutes », haleta Grace en s'agrippant au dossier d'une chaise alors qu'une nouvelle vague de douleur traversait son corps. « Elles ont commencé il y a environ 20 minutes, mais elles deviennent rapidement plus fortes. » Walter coordonnait déjà les secours tout en appelant l'obstétricien de Grace. L'efficacité de sa réaction rappela à Grace pourquoi il avait si bien réussi dans les affaires lorsque des crises survenaient. Walter Morrison a immédiatement pris des mesures complètes. « L'ambulance est en route », annonça Walter. « Le docteur Santos nous rejoint à l'hôpital. Tout va bien se passer, ma chérie. » Pendant qu'ils attendaient l'ambulance, Grace se surprit à penser à quel point ce moment était différent de ce qu'elle avait imaginé pendant sa grossesse. Elle avait imaginé Richard lui tenant la main, l'aidant à supporter les contractions, partageant l'excitation et la terreur de l'arrivée de leur enfant. Au lieu de cela, son père et sa meilleure amie étaient son seul soutien, tandis que son mari millionnaire dormait probablement dans la maison qu'elle ne considérait plus comme la sienne. « On appelle Richard ?» demanda Claire avec douceur, exprimant la question que Grace évitait de poser. Grace réfléchit à la question tandis qu'une nouvelle contraction atteignait son paroxysme, puis s'atténuait. « Appelez-le », décida-t-elle. Quoi qu'il soit, c'était son père. Il devait avoir la chance d'être présent pour la naissance de sa fille. Walter passa l'appel pendant qu'il se rendait à l'hôpital. Il tomba sur le répondeur de Richard et laissa un message. « Grace est en travail, à l'hôpital St. Mary. Si tu veux voir ta fille, viens vite. » Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, le travail de Grace progressait rapidement. Le docteur Santos confirma que la petite Charlotte était impatiente de venir au monde, avec 3 semaines d'avance, mais apparemment en bonne santé et en pleine forme. « Tout semble aller bien », assura le docteur Santos à Grace pendant qu'il se préparait pour l'accouchement. Elle est un peu en avance, mais son rythme cardiaque est fort et elle semble prête pour cette aventure. La salle d'accouchement était remplie de voix encourageantes. Walter tenait la main de sa fille, Claire immortalisait chaque instant avec son appareil photo, Dorothy était arrivée juste à temps après avoir conduit toute la nuit, et même Maureen Hayes était venue avec des fleurs et la détermination farouche d'une grand-mère. Richard est arrivé 20 minutes avant la naissance de Charlotte. Échevelé et visiblement réveillé par le message de Walter, il entra dans la salle d'accouchement avec hésitation, ne sachant pas comment il serait accueilli après plusieurs jours de menaces juridiques et de manipulations émotionnelles. « Grace », dit-il doucement, en s'approchant de son lit avec une humilité inattendue. « Comment te sens-tu? J'ai l'impression que je vais avoir un bébé, » répondit Grace en esquissant un petit sourire malgré la douleur. « Ta fille a apparemment décidé qu'elle ne voulait plus attendre. » Pendant un instant, le visage de Richard exprima une émotion sincère, de l'émerveillement, de la peur et quelque chose qui pouvait être de l'amour pour l'enfant qu'ils avaient conçu ensemble. C'était la première expression authentique que Grace voyait sur son visage depuis la nuit au restaurant Morrison's. « Je suis désolé », dit soudain Richard, ses mots semblant le surprendre autant que tout le monde dans la pièce. « Pour tout, pour Amber, pour cette nuit-là, pour la plainte. J'ai essayé de gagner au lieu d'essayer d'être meilleur. » Grace regarda son mari, le regarda vraiment, et vit l'épuisement, le regret et le début d'une prise de conscience qui pourrait finalement mener à un véritable changement. « Richard, dit-elle doucement, nous pourrons parler de tout cela plus tard. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'arrivée de notre fille dans ce monde. » Charlotte Morrison Hayes est née à 4h17, pesant 2,8 kg. Avec le menton déterminé de son grand-père et les yeux doux de sa mère,
Lorsque le docteur Santos a posé le petit bébé parfait sur la poitrine de Grace, la salle d'accouchement est devenue silencieuse, envahie par la crainte révérentielle qui accompagne toute nouvelle vie. « Bonjour, Charlotte », a murmuré Grace, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle regardait sa fille pour la première fois. « Bienvenue dans ta famille compliquée mais aimante. » Walter se tenait à côté du lit, les larmes coulant librement alors qu'il rencontrait son premier petit enfant. « Elle est magnifique, Grace. Absolument parfaite. » Richard s'approcha prudemment, les yeux brillants de larmes contenues. « Je peux la prendre? » Grace acquiesça et transféra délicatement Charlotte dans les bras de son père. Richard tint sa fille avec le soin respectueux de quelqu'un qui tient quelque chose d'infiniment précieux et fragile. « Bonjour, ma petite fille, » murmura Richard, la voix légèrement brisée. « Je suis ton papa, et je te promets que je vais trouver comment être digne de toi. » Ce moment fut interrompu par l'arrivée de Vernon Sterling, qui avait conduit toute la nuit après avoir appris le travail de Grace par Morin Hayes. Le mécanicien portait un berceau en bois fait main et affichait une expression de profond remords. « Madame Hayes, » dit Vernon doucement, « je voulais apporter ça pour le bébé. Je l'ai fabriqué moi-même pour m'excuser du comportement de ma fille. Ce n'est pas suffisant, mais c'est un geste. » Grace fut touchée par le geste de Vernon, en particulier par le savoir-faire et le soin évident qui avaient été mis dans la fabrication de ce magnifique berceau. « Monsieur Sterling, c'est incroyablement gentil. Merci. » Vernon regarda Richard qui tenait le bébé Charlotte dans ses bras, et son expression devint sérieuse. « Monsieur Hayes, j'espère que vous comprenez le cadeau qui vous a été fait. Cette petite fille mérite un père qui place son bien-être au-dessus de tout. »« Je commence à comprendre cela, » répondit Richard, sans quitter des yeux le visage de sa fille. Au cours des heures qui suivirent, la chambre d'hôpital devint le lieu de rassemblement de la famille élargie et des amis qui s'étaient mobilisés autour de Grace pendant la crise. Dorothy et Walter s'occupèrent ensemble de coordonner les visites et de gérer la logistique. Leur inquiétude commune pour leur fille et leur petite-fille l'emportait sur les années de malaise qui avaient suivi le divorce. Morin Hayes se chargea de gérer les médias, s'assurant que la nouvelle de la naissance de Charlotte reste privée malgré l'intérêt continu du public pour l'incident du vin. Le juge Mills passa pour féliciter la famille et informer discrètement Richard que sa demande de garde d'urgence avait été retirée par son avocat, car elle n'était pas dans l'intérêt de son client. À l'approche du soir et à la fin des heures de visite, Grace se retrouva seule avec Richard et la petite Charlotte pour la première fois depuis la naissance de leur fille. Le silence était confortable plutôt que tendu, rempli des doux sons d'un nouveau-né découvrant le monde. « Grace, » dit enfin Richard, « je sais que je ne mérite pas une autre chance. Je sais que j'ai détruit ta confiance et que je t'ai fait du mal d'une manière qui ne peut être facilement pardonnée. Mais je veux essayer d'être meilleur pour Charlotte et pour toi, si tu me le permets. » Grace observa son mari millionnaire et vit en lui une vulnérabilité et un remords sincères qui avaient été absents lors de ses précédentes tentatives de réconciliation. « Richard, dit-elle prudemment, vouloir être meilleur et devenir meilleur sont deux choses différentes. Charlotte et moi avons besoin de voir des actes, pas seulement des mots. »« Quel genre d'action ?» demanda Richard. « Une vraie thérapie, pas seulement une thérapie de couple pour faire bonne figure. Une transparence totale sur tes finances, tes affaires, tes relations, et du temps pour prouver que l'homme dont je suis tombée amoureuse est toujours là, quelque part sous la personne que tu es devenue. » Richard acquiesça sérieusement. « Et nous? Et notre mariage? » Grace baissa les yeux vers Charlotte, qui dormait paisiblement dans ses bras, et réalisa que ses priorités s'étaient complètement cristallisées pendant l'accouchement. « Notre mariage sera ce que nous en ferons, » répondit Grace. « Mais ma priorité absolue est d'élever notre fille dans un environnement où elle apprendra qu'elle mérite d'être traitée avec respect, loyauté et amour. Si tu peux contribuer à créer cet environnement, alors nous verrons le reste au fur et à mesure. »« Et si je ne peux pas? » demanda Richard doucement. « Alors Charlotte et moi créerons cet environnement sans toi, » répondit Grace avec fermeté. « Je ne la laisserai pas grandir en pensant que l'amour signifie accepter la trahison ou que le mariage signifie sacrifier sa dignité. » Richard accepta cet ultimatum sans se défendre ni se mettre en colère, semblant comprendre que Grace lui offrait une chance plutôt que de le menacer. « Je comprends, » dit-il, « et Grace, merci de me donner la chance d'être le père de Charlotte, même après tout ce que j'ai fait. » 3 mois plus tard,
Grace était assise dans le steakhouse de Morrison, sa petite Charlotte endormie dans son porte-bébé, regardant son père former de nouveaux serveurs à l'art de l'excellence en matière d'hospitalité. Le restaurant était devenu la deuxième maison de Charlotte, le personnel de Walter rivalisant pour gâter la petite fille de leur patron, et Grace trouvant la paix dans cet environnement familier où la guérison de sa famille avait commencé. Richard avait tenu ses promesses concernant la thérapie et la transparence, travaillant avec des conseillers pour comprendre l'égoïsme et le sentiment de droit acquis qui avaient failli détruire sa famille. Leur mariage restait un travail en cours, construit sur une confiance prudente et des choix quotidiens plutôt que sur des suppositions romantiques concernant l'amour inconditionnel. « Elle va être gâtée pourrie », observa Claire en regardant Walter porter Charlotte dans la salle à manger comme un trophée tandis qu'elle dormait paisiblement dans ses bras. « Par tout le monde sauf moi », rit Grace. « Quelqu'un doit lui apprendre que le monde ne tourne pas autour d'elle, même si grand-père Walter pense que ça devrait être le cas. » L'incident du vin avait fini par disparaître des réseaux sociaux, même s'il refaisait parfois surface comme exemple de responsabilité publique à l'ère des médias sociaux. L'entreprise de Richard s'était finalement stabilisée à une plus petite échelle. Fondée sur des relations authentiques plutôt que sur la gestion de la réputation, Amber Sterling était effectivement revenue à Millerville avec son père, où elle travaillait dans le garage de Vernon et apprenait peu à peu la différence entre l'attention et le respect. Plus important encore, Charlotte Morrison Hayes grandissait entourée de personnes qui lui montraient par leurs actes ce que signifiait vraiment l'amour, la loyauté et la famille. Elle apprendrait de son grand-père Walter que protéger sa famille était la plus haute vocation d'un homme. De sa grand-mère Dorothy, elle apprendrait que le pardon était possible, mais pas automatique, et de sa mère que la dignité n'était jamais négociable. Quant à Richard, il apprenait chaque jour qu'être le père de Charlotte était à la fois son plus grand privilège et sa responsabilité la plus exigeante. Chaque choix qu'il faisait était désormais évalué à l'aune d'une question simple. Quel genre d'homme veux-je que ma fille voie quand elle regarde son père? La réponse à cette question était encore en cours d'écriture. Jour après jour, il reconstruisait avec soin une famille brisée par la trahison, mais renforcée par l'amour féroce de personnes qui refusaient de laisser une enfant précieuse grandir sans savoir exactement combien elle valait. Grace baissa les yeux vers sa fille endormie et réalisa que l'incident du vin, aussi douloureux qu'il ait été, avait finalement offert à Charlotte le cadeau le plus précieux qui soit, une famille qui se battrait pour elle, la protégerait et lui montrerait par ses actes ce qu'elle méritait du monde. Parfois, les pires moments de la vie jettent les bases des meilleurs moments à venir. Et parfois, l'humiliation publique est en fait le début d'une rédemption privée. Au final, Charlotte Morrison Hayes grandirait en sachant qu'elle était aimée farouchement, protégée totalement et estimée au-delà de toute mesure par tous les adultes de sa vie. Et cette certitude vaudrait toutes les robes Weinstein et toutes les vidéos virales du monde.